Madame Duflot, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars et du groupe La Poste. Madame Duflot, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci car cela va faire bientôt 2 ans, oui 2 ans que nous n'avions pas reçu une éminente représentante du deuxième sexe à notre prestigieuse tribune. Voilà, ce soir c'est un Voilà, ce soir c'est un peu notre journée semi-bisextile de la femme. On fait notre BA tous les 2 ans pour ne plus être taxé de phallocrate. C'est bien ce que j'allais dire. Comble de l'ironie de l'histoire, Madame Duflot, la femme qui vous précéda il y a 2 ans, ici, dans votre fauteuil, n'était autre que Valérie Pécresse, aujourd'hui avec Jean Pauluchon, votre principal rival. Voilà bientôt 10 ans déjà que vous sortiez nouvellement diplômé de l'ESSEC. Enfin, diplômé, pas tout à fait, car vous étiez aux abonnés absents lors de la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes. Ça y est, à peine a-t-on terminé ses études à l'ESSEC, on se prend pour un Sartre, refusant de se voir décerner un prix Nobel de littérature, comme pour dire « Je suis au-dessus de tout cela. Bel esprit, vous voilà déjà en mauvaise herbe de l'ESSEC. » Pourtant, je demande solennellement, devant le cénacle d'intello et de bobo écolo réunis ce soir, je demande solennellement, comme aurait pu le faire Ségolène Royal, qu'on vous accorde votre pardon pour cette erreur diplomatique. C'est vrai, comprenez-la, s'engager chez les Verts, après avoir fréquenté une école de commerce au bilan carbone peu exemplaire et dispensant les principaux rudiments capitalistes n'est pas chose aisée. Et nous connaissons bien votre parti pris, Madame Duflot. Vous préférez revendiquer humblement votre charisme d'huître plutôt que d'afficher ostensiblement les attributs de la gauche caviar. Une question demeure tout de même. Comment la mauvaise herbe de l'ESSEC a-t-elle pu pousser aussi vite? Originaire de Villeneuve-Saint-Georges, fille d'une prof, encore une à l'ESSEC, et d'un cheminot naturellement syndicaliste, la petite Cécile grandit dans un cadre aux valeurs catholiques en se faisant notamment baptiser dans une piscine. Après s'être engagée à la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, la petite Cécile est enrôlée à la Ligue, non pas à la Ligue trotskiste de Besancenot, mais à la Ligue pour la protection des oiseaux. Rien à voir effectivement, quoique, un doute subsiste, car comme le dirait un étudiant de l'ESSEC légèrement anti-gauchiste, qui de Besancenot ou des oiseaux plane le plus haut? Une fois étudiante, vous choisissez d'entrer au GENPI, une association dont le nom nous rappelle de manière subliminale, voire presque libidinale, un alcool fort. Pourtant, le GENEPI n'est pas uniquement un regroupement de futurs alcooliques anonymes, c'est surtout, et nous devons le souligner, des étudiants qui aident à l'alphabétisation des personnes incarcérées. Valérie Pécresse m'a d'ailleurs fait savoir, document de police à l'appui, que vous auriez à l'époque croisé à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis un délinquant multirécidiviste dénommé Ali Soumaré. Ah, qu'est-ce qu'on ne va pas chercher à l'UMP? Une fois sorti de l'ESSEC en 2000, vous adhérez chez les Verts et entamez une ascension fulgurante. Femme pressée, diront certains, vous mettez seulement 5 ans à arriver à la tête de votre parti. En 2004, vous devenez conseillère municipale de votre ville natale, Villeneuve-Saint-Georges, puis adjointe au maire à l'urbanisme en 2008. Jeune et dynamique, vous prenez vos marques en mouillant la chemise, c'est moins qu'on puisse dire. Alors que la populace reproche à la plupart des politiques de ne pas réaliser leurs promesses électorales, vous préférez prendre les devants en réalisant les promesses de vos adversaires. Prenons un exemple concret. Petit détour historique. Nous sommes au printemps 1977. Après s'être sifflé une Corona, Jacques Chirac, alors maire de Paris, avait promis de se baigner dans la Seine pour témoigner de sa propreté. Je parle bien évidemment de la propreté de la Seine et non de celle de Jacques Chirac. Eh bien, vous décidez, près de 30 ans plus tard, de le faire à sa place, et le pire, c'est que vous n'étiez même pas pompette. Ivresse du pouvoir, parlons-en. 20%, soit la moitié de la teneur en alcool du GENEPI, est aussi le score d'Europe Écologie aux dernières élections européennes en Ile-de-France, devançant ainsi le PS de 5 points. À l'heure d'une recomposition du paysage politique à gauche, vous avez en quelque sorte réussi le pari fou de faire perdre le monopole du vote utile au Parti socialiste et surtout le monopole du vote inutile au MoDem.
Pourtant, tout n'est pas si rose chez les Verts. Et comme succès aux élections rime toujours avec procès d'intention, vous voilà désormais au centre des critiques. D'un côté, le borne frontiste vous compare à une pastèque, vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. De l'autre, les écolos les plus radicaux vous reprochent de ne pas faire preuve d'exemplarité en revenant notamment de Copenhague en avion ou en s'offrant des vacances aux Maldives. Pourtant, pour les Maldives, on ne peut rien vous reprocher. Non, vraiment rien, je vous jure. C'était un cadeau surprise de Xavier Cantat, votre compagnon, qui aurait motivé son choix en déclarant « Écoute Cécile, si à 35 ans on n'est pas allé aux Maldives, on a raté sa vie. » C'est aussi en tant que femme que vous êtes attaquée. Ainsi, Elisabeth Badinter, se revendiquant du féminisme, vous taxe de rétrograde car vous défendez l'utilisation de couches lavables. Que dire? Que dalle, si ce n'est ce vers inspiré de Francky Vincent que vous répétez si souvent, qui parle dans mon dos, parle à mon cul. Ce soir, croyez bien que Clément et Antoine vous parleront face à face. Bon débat à tous, je vous remercie. Bonsoir Madame Duflo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un très grand plaisir pour nous de vous accueillir à l'ESSEC. Vous avez bien sûr un droit de réponse à la gentille présentation qui a été faite de vous par Vincent. Ah non, il a juste fait une grave erreur, c'est que quand j'étais génépiste, j'étais à la prison, à la maison d'arrêt de la santé, et pas à phrénologiste. Pour le reste, tout est vrai, évidemment. D'accord, très bien, merci. Alors, on va commencer par une question qui me trotte dans la tête. Vous avez fait l'ESSEC, vous avez fait un DEA de géographie. Comment on vient à la politique? Alors, d'abord, j'ai fait l'ESSEC après avoir fait un DEA de géographie. Et j'ai commencé à faire de la politique après vraiment. Par hasard, c'est bête de dire ça comme ça, mais c'est assez juste. C'est-à-dire que moi je m'intéressais à la vie de la commune où j'habite. Alors je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui connaît Villeneuve-Saint-Georges. Alors si vous connaissez Villeneuve-Saint-Georges, vous avez une image assez apocalyptique, parce que ça se trouve coincé entre deux nationales, la plus grande gare de triage d'Europe, sous les pistes de décollage d'Orly. Dans une zone inondable qui est la zone d'expansion de la crue de la Seine. Voilà, c'est à peu près le panorama. Et donc forcément, c'est une ville qui souffre beaucoup. Et c'est une ville qui a souffert énormément de l'absence de politique, c'est-à-dire qui a été l'objet d'alternance permanente de droite à gauche dans les mairies et qui avait des gros soucis. Et c'est vrai que la vie locale m'a intéressée. Et du coup, je me suis rapprochée des Verts locaux de très loin en fait. J'ai pris contact une fois et puis après ça m'a semblé compliqué. Puis il se trouve qu'à cette époque-là j'ai déménagé. Et puis en fait c'est eux qui ont continué à me relancer tous les 6 mois. Et au municipal de Milan, ils avaient besoin de constituer une liste et ils avaient absolument besoin de candidats. Donc j'ai accepté d'être candidate. Et après avoir accepté d'être candidate sur la liste, pas en position éligible, ils m'ont dit qu'il faudrait que je sois en position éligible. Et ensuite ils m'ont dit qu'il faudrait que je sois deuxième de liste. Pour vous dire à quel point c'est réel, c'est que les élections municipales se sont déroulées à peu près vers le 5 ou 6 mars et que ma troisième fille est née le 16 février. Donc je n'étais pas quand même complètement partie pour être candidate et élue. D'ailleurs, je n'ai pas été élue puisque le candidat socialiste est passé au premier tour et donc nous avons eu sur notre liste verte un seul élu, le tête de liste. Donc ma carrière politique a commencé assez modestement par une sorte d'échec, on va dire. Et voilà comment ça a commencé. Mais il se trouve qu'après, si vous vous souvenez, c'était la campagne présidentielle, que du coup j'étais devenue adhérente chez les Verts, ça a pris 2 ans tout ça, puisque je m'étais renseignée en 99, et que j'ai été associée à la vie interne, au débat interne sympathique de l'époque, si vous vous souvenez. Le candidat initial c'était Alain Lipiette, puis c'est devenu Noël Mamère, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le 21 avril. Et donc un énorme débat qui s'est soulevé à l'intérieur des Verts, je pense que d'une très mauvaise manière, mais c'est le seul parti politique de gauche qui a fait en interne le bilan du 21 avril. Et moi j'ai participé des débats à ce moment-là, je me suis trouvée happée dans les débats nationaux, et pour dire les choses assez simplement, du fait de la parité, parce que c'est pas mal, enfin moi j'aurais une proposition pour les membres du bureau des partis de l'ESSEC, c'est que vous adoptiez les mêmes principes que nous, ça s'appelle la parité. Désolé. Et pour les interventions, on appelle ça la fermeture éclair, c'est un homme et une femme. Donc comme ça, vous n'aurez plus de problème, dans 2 ans, vous aurez un homme et une femme à chaque fois. Vous verrez, on en trouve des femmes qui ont des choses à dire. On en a plein là. Voilà, donc vous verrez, vous pouvez en inviter aussi. Moi aussi, là, c'est une histoire de hasard. D'accord, c'est une histoire de hasard. Et donc, je me suis retrouvée à la direction des Verts, sur un poste très opérationnel. Je m'occupais de l'organisation interne, on était quasiment en faillite à l'époque,
Et je me suis occupée de la réforme des statuts. Voilà, donc pendant 2 ans j'ai fait ça. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à la politique, vraiment par la vie locale et un peu par des espèces de chemins de traverse. Ensuite, j'ai fait preuve de plus de détermination, mais le démarrage n'était pas du tout écrit. Donc vous n'êtes pas arrivé par ambition? Je ne suis pas arrivée, enfin si dans votre question vous entendez, je me suis dit un jour, tiens, je vais faire une carrière politique et je vais faire ci et ça pour y arriver, non, à aucun moment. Je pense que ça n'aurait pas marché d'ailleurs, enfin, surtout pas chez les Verts. Et pourtant, 6 ans après votre arrivée chez les Verts, vous êtes candidat en interne à la présidentielle, vous y avez cru en vous coiffant le matin? Candidate à la candidature, non, je pensais quand même, je rappelle qui étaient les candidats, il y avait notamment, au départ finalement il n'a pas été candidat, mais la candidature de Noël Mamère avait été évoquée, Dominique Voynet, Yves Cochet et moi qui étaient totalement inconnus, donc la probabilité que je sois désignée était quand même très limitée. Mais il y avait la nécessité d'animer un débat interne justement qui se passe pas uniquement entre les figures historiques des Verts. C'est à ce titre-là que j'avais été candidate. Donc ça fait 10 ans que vous êtes en politique. Il y a un grand moment qui vous a marqué dans ces... Enfin, j'imagine plusieurs, mais le plus marquant selon vous depuis 10 ans? Le plus marquant, c'est le soir du 7 juin. C'est le soir du 7 juin parce que d'abord, c'est un grand succès. C'est même un succès inespéré à ce niveau-là. Il faut quand même savoir, parce que c'est vrai qu'on est dans une période là où la campagne régionale a finalement, bizarrement, alors que c'est dans 10 jours, l'élection pas complètement démarré. Et puis vous avez sûrement entendu les uns et les autres dire oui, mais bon, vous êtes pas très bien dans les sondages. Moi, le samedi après-midi, j'ai appelé José Bové, parce qu'on a eu un sondage confidentiel, pour dire, je pense, José, que tu peux être rassuré, tu vas être élu. La veille de l'élection, on n'était pas du tout certain du résultat. Donc c'est quand on regarde en marche arrière, on se dit, bah oui, tout le monde y pensait, c'était une évidence. Non, c'était pas une évidence. Donc c'était un grand soir de succès. Et puis aussi, c'était la récompense de longues années de difficultés. Parce qu'à l'époque où je suis allée chez les Verts, à l'époque, une grande partie des années depuis lesquelles je suis à la direction des Verts, et mon premier mandat de secrétaire national, c'est des périodes très difficiles, voilà, politiquement, humainement, financièrement, organisationnellement difficiles. Donc c'est aussi une forme de soulagement et puis de reconnaissance d'avoir tenu bon quand les périodes étaient vraiment difficiles. On peut rappeler que Dominique Voynet a fait 1,57 à la dernière présidentielle. Alors est-ce que pour engager chez les Verts... Depuis Europe Écologie, vous savez, même les sondeurs, ils font ça, ils additionnent le score de Dominique Voynet et José Bové, comme maintenant on est ensemble, donc en gros on a fait 3%. D'accord, c'est bien. Alors est-ce que pour être chez les Verts, il faut être vraiment utopiste? Moi je crois que pour faire de la politique, il faut quand même avoir, si ce n'est une utopie, du moins un idéal. Ou alors, moi je ne comprends pas ce qu'est la politique. Faire de la politique, c'est essayer de travailler sur les moyens d'organiser la société pour qu'elle évolue dans le bon sens. Pour moi, c'est vers davantage de partage des richesses, vers une qualité de la vie améliorée pour tous et vers la préservation d'une vie confortable et durable sur Terre. Donc voilà à peu près rapidement brosser cet idéal. Et je ne pense pas qu'il soit utopique, je pense que les moyens d'y arriver sont en rupture avec le mode d'organisation actuel de notre planète, mais je pense qu'ils sont atteignables. Et je suis à la fois utopique, mais aussi fondamentalement pragmatique. Donc c'est vraiment un mélange des deux. Et le pragmatisme, vous l'avez appris à l'ESSEC ou... Qu'est-ce que vous avez appris à l'ESSEC? Pourquoi vous avez voulu faire l'ESSEC? Pourquoi j'ai voulu faire l'ESSEC? Là aussi c'est un hasard. Oui, je sens que ça vous étonne. C'est pour rencontrer des gens de votre âge qui s'habillent en costume cravate. C'est un truc que je connaissais pas en fac de géographie. Fallait vraiment que je vois ça. En fait, il se trouve qu'après mon DEA de géographie, j'étais programmée pour faire une thèse et continuer à faire de la recherche, et que j'ai découvert le milieu de la recherche universitaire. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui n'a pas d'image préconstruite sur les choses, parce que le milieu de la recherche universitaire est un milieu très difficile, parfois très violent, où les luttes de pouvoir sont presque pires que ce qu'on peut connaître parfois dans le monde politique. Donc ça permet de relativiser. Et donc j'ai eu envie d'arrêter à ce moment-là. Et il se trouve que la femme de quelqu'un qui était avec moi à la fac de Géo avait fait Sciences Po et faisait l'ESSEC en apprentissage. Moi j'étais quand même totalement fauchée, j'ai toujours travaillé pendant mes études, et elle m'a parlé de l'apprentissage et du système qui permettait non seulement de ne pas payer les 40 000 francs de l'époque, je crois, que coûtait la scolarité, plus d'être payé chaque mois, ce qui ouvrait une porte, sinon c'était même pas la peine d'y penser. Et la deuxième chose, ouais, je sais, il faut parler en francs pour parler à cette époque-là, hein. Et j'ai passé un deuxième concours, qui est le concours de la protection judiciaire de la jeunesse, qui n'a rien à voir, le concours de directeur de la protection judiciaire de la jeunesse. Et j'ai eu ces deux concours. Comme quoi, vous savez, des fois, il y a des espèces d'embranchements et on choisit une voie plutôt que l'autre.
Et il se trouve que mon mari, qui était d'ailleurs le père de mes 3 enfants, de mes 3 premiers enfants, était rentré dans l'administration pénitentiaire. Je me suis dit que la pénitentiaire plus la protection judiciaire de la jeunesse, ça faisait beaucoup pour une même famille, et donc j'ai choisi d'aller à l'ESSEC. Voilà, c'est à peu près aussi élaboré que ça. En sachant que ce que je voulais, c'était quand même, puisque j'avais donné à mes études de géographie une coloration en direction de l'aménagement du territoire, et que je savais qu'il y avait la chaire d'économie urbaine à l'ESSEC, je voyais bien l'articulation. Puis j'avais une forme de curiosité vis-à-vis de tout ce qui était marketing, politique des ventes, tout ça, curiosité que j'ai parfaitement assouvie ici. J'ai eu quelques fous rires d'ailleurs, et ça m'a bien plu pour ça. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais récemment, un livre est sorti de Florence Noiville qui s'appelait « J'ai fait HEC, je m'en excuse ». Florence Noiville, donc, qui est la femme de Martha Hirsch, qui est maintenant critique littéraire au Monde, a sorti ce petit pamphlet dans lequel elle explique que les écoles de commerce sont une usine à fabriquer des gens qui détruisent la société, qui ne respectent pas les ressources naturelles, qui ne respectent pas les gens. Est-ce que vous pensez que les écoles de commerce et l'ESSEC en particulier sont toujours de ce type-là, que ça a évolué? Alors depuis 10 ans, je ne sais pas ce que je peux dire, et j'étais lucide à l'époque, et c'est que je pense qu'une des grandes faiblesses de l'ESSEC, c'est d'apprendre à appliquer des recettes sans se poser un certain nombre de questions, avec des brillants cerveaux, mais à qui on apprend qu'il faut rentrer dans des cases. Moi, ce qui m'a semblé vertigineux à l'époque, et je m'en souviens encore, c'est les cours de ressources humaines où on travaille sur des cas pratiques, sûrement vous faites ça, et faire des cas pratiques sur les ressources humaines, honnêtement, quand ensuite on exerce des responsabilités, parce que j'ai toujours travaillé jusqu'à il y a quelques semaines, je me dis quand même qu'on risque de faire des grosses erreurs. Et c'est vraiment ça, c'est que je crois que moi je l'ai vécu différemment l'ESSEC, parce que après des études de géographie où on fait de la géomorphologie du littoral, où on a une vision très ouverte sur le monde, il y a une dimension école d'application qui est intéressante, avec des techniques. Mais quand on a comme cursus les classes préparatoires qui sont vraiment à un niveau de pression très élevé, plus cette école d'application directe, sans avoir eu cette phase où je crois qu'il y a un besoin d'ouverture d'esprit quand on a 20-22 ans, je pense qu'il y a une erreur. Et je crois qu'il y a une nécessité absolue de pouvoir faire autre chose quand on a 20 ans et d'être en capacité d'être innovant, d'être ouvert intellectuellement, d'être pas dans la rentabilité, y compris de ses propres études. Mais j'ai une vraie conviction là-dessus, et je pense qu'il doit y avoir... on peut avoir un débat sur les grandes écoles, qui est un débat pas inintéressant, mais qu'à minima, il doit y avoir des passerelles entre le milieu universitaire et le milieu des grandes écoles, qui me semble une nécessité absolue, justement pour éviter l'effet formatage. Je pense que c'est ça qu'elle évoque dans son livre que j'ai pas lu, mais dont j'ai entendu plusieurs fois parler. Il peut y avoir ça, oui. Et il peut y avoir ça aussi parce que c'est une patte tendre des gens de 20 ans, et que c'est pas l'âge auquel, surtout quand on fait l'objet de beaucoup d'attention de ses parents ou de ses professeurs, ou qu'on est depuis très longtemps un bon élève, on veut coller totalement à cette image de bon élève, et que donc la remise en cause ou la capacité d'avoir un esprit critique par rapport à ce qu'on apprend est difficile à acquérir dans une école comme l'ESSEC. Moi, j'ai quand même vécu longtemps, alors j'ai trouvé quelques autres personnes, mais j'avais quand même une image de petit mouton noir quand même, et donc je le disais en souriant juste avant quand vous m'avez accueilli, c'est sûr que maintenant avec ce qui s'est passé à l'automne et la notoriété grandissante, l'ESSEC ne peut pas faire semblant que j'existe pas, même si je ne suis pas venue à ma remise de diplôme. Je crois que ma fille venait de naître, donc je pense même pas que c'était juste pour... Excusez-moi. Voilà, je pense même pas que c'était pour enquiquiner le monde, mais bon, ça m'a fait trop de peine, c'est vrai, mais il y a vraiment, j'ai quand même vécu ça en souriant, mais c'est vrai qu'il y a quand même une espèce de modèle duquel il vaut mieux éviter de dévier, tout en sachant que si l'ESSEC a recruté quelqu'un comme moi, quand je suis rentrée dans cette école, j'avais fait des études de géographie, j'avais déjà un enfant, je ne collais pas à cette image-là, donc il y a en permanence peut-être des espèces de petits prétextes qui se baladent pour montrer qu'il n'y a pas un profil unique, mais moi je pense que c'est pas d'ailleurs de la responsabilité des étudiants de l'ESSEC, mais il y a vraiment cette dimension-là d'interrogation et d'adaptation au monde qui me semble extrêmement importante. Vous vous souvenez pas de ça parce que vous étiez très jeune, mais moi j'ai fait l'ESSEC en 2000. Et en 2000 vous avez oublié, mais je vous invite à faire de l'archéologie sur la presse de l'époque, parce que pendant ces années-là, il s'est passé un truc que vous ne connaissez pas parce que ça n'a pas existé, mais qui devait exister, c'était la nouvelle économie. C'est que tout allait changer du tout au tout, et qu'on allait gagner des millions et des millions de francs à l'époque, en créant des trucs
virtuelle, mais que comme c'était différent, de toute façon, ça allait marcher, et c'était comme ça, et c'était écrit. Bon, ensuite, tout s'est écroulé très vite. Mais à l'époque, tout le monde allait sur boursorama.com, il n'y avait pas encore de Wi-Fi, pour acheter des actions, et j'en passe, et des meilleurs. Et c'était ça, le monde que j'ai vécu. Et je pense qu'une partie de mon engagement écologiste, il est quand même aussi né ici, dans une forme d'analyse que moi j'ai pu faire, parce que sûrement j'avais cette sensibilité-là, d'un côté un peu dingue de ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire de déconnexion entre ce qui était identifié comme étant un modèle normé, efficace, pertinent, selon tous les critères d'analyse de rentabilité. Et si on prenait un tout petit peu de recul, on se rendait compte quand même qu'il y avait beaucoup de sable, beaucoup de vent, et beaucoup, pour le coup, c'est là que c'est intéressant, une espèce d'utopie complètement déconnectée du réel. Parce que l'utopie, elle n'est pas réservée aux politiques et sûrement pas aux écologistes. Je peux vous dire qu'il peut y avoir des discours d'analyse financiers qui sont du domaine de la foi, voilà, qui ne sont pas du domaine de la réalité. Vous venez de dire que vous avez donc commencé à penser à la politique à l'ESSEC. Pour les jeunes qui ont donc un manque d'esprit critique, certes, mais quand même une envie de s'engager en politique, qui sont face à vous, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à leur dire sur l'engagement politique? Je ne dis pas qu'ils ont un manque d'esprit critique, je dis que c'est difficile d'assumer dans une école comme l'ESSEC de ne pas être dans la norme. C'est ça que je dis. Je dis pas, c'est pas eux que je mets en cause. Je dis que quand vous avez fait votre présentation dans un amphi à côté, si vous vous pointez pas habillé à peu près comme tout le monde, vous allez vraiment trop détonner et ça va être plus difficile à supporter. Et que souvent, quand on a 20 ans, on n'aime pas trop se faire remarquer, donc c'est plus difficile. C'est pas, le jeu, il est à double entrée. Sur l'engagement politique. Sur l'engagement politique, alors moi, mon combat à moi, c'est justement de dire que tout le monde peut s'engager, voire doit s'engager en politique, que c'est pas réservé à quelques-uns, que c'est sûrement pas réservé à ceux qui sont programmés pour, que c'est pas réservé à ceux qui ont les codes, que c'est pas réservé à ceux qui ont fait du syndicalisme étudiant pour connaître comment on anime une AG, qu'on doit pouvoir aussi avoir des passerelles entre le monde professionnel, enfin des passages entre le monde professionnel et le monde politique. Je ne crois pas à la carrière politique. Pourquoi? Parce que sinon, à un moment, on devient cynique, désabusé, mais il faut quand même être réélu parce qu'on ne peut rien faire d'autre. C'est pour ça que je trouve très important de pouvoir aussi avoir une activité professionnelle et de ne pas considérer la politique comme un métier. Le problème, c'est qu'à l'ESSEC, par exemple, on ne peut pas ouvrir d'association politique. C'est-à-dire que l'UMP et le PS-LR n'auront jamais de représentation dans l'ESSEC. Vous pensez que c'est une mauvaise chose ou... Ah oui, le seul endroit où c'est interdit encore, c'est dans les prisons pour l'instant. Mais on transmettra la direction. C'est très sérieux, hein. Vous savez que je pense que c'est pas normal. Alors moi, on m'a raconté une histoire, je ne dirai pas de qui il s'agit, mais de la manière dont a été très fortement réprimandé le mouvement anti-CPE dans cette école, donc je n'y étais plus, mais où ça a fait l'objet de beaucoup de débats et de beaucoup de convocations et de menaces sur la scolarité des étudiants qui s'étaient mobilisés au moment du CPE. Et ça, je trouve pas ça normal. Autant je trouve qu'on peut avoir un apprentissage, autant interdire la possibilité d'un engagement politique, voilà, vous m'apprenez, hein, la possibilité d'un engagement politique, y compris quand on a 20 ans, y compris et surtout quand on est en phase d'études, je trouve pas ça normal. Voilà. Je trouve pas ça normal parce que je le disais en blaguant, c'est pas vrai, c'est pas dans les prisons, maintenant on peut voter. Sur l'endroit où aujourd'hui on n'a pas le droit d'être adhérent d'un parti politique, c'est à l'armée. C'est bien noté. Je sais pas le bordel trop, mais quand même. Non, c'est très bien, c'est parfait. Moi j'ai une question, sur votre liste, il y a beaucoup de gens qui représentent la société civile. Notamment, il y a une des personnalités qui m'intéresse, c'est Julien Bayou, qui est celui qui a créé Jeudi Noir et Génération Précaire. Est-ce que vous pensez que ça c'est l'avenir de la politique chez les jeunes? C'est une nouvelle forme d'engagement, c'est comme ça que ça va se passer maintenant? Il y a Julien Bayou, il est candidat dans le Val d'Oise, mais il y a aussi Safia Liti qui est là, qui est la tête de liste du Val d'Oise. Ouais, salut. Oui, alors je pense que c'est très bien et vous avez sûrement vu que moi j'ai attaché beaucoup de prix au développement d'Europe Écologie, au fait justement de mettre en pratique ce que je disais, qu'il puisse y avoir des évolutions dans l'engagement. Il y a Julien Bayou, il y a aussi Augustin Legrand. Ça étonne beaucoup de gens, et souvent on m'a dit oui, mais alors c'est une opération de casting. Non, c'est pas parce que quelqu'un a eu un engagement citoyen, associatif, que quand il se met à faire de la politique, il est juste récupéré. On peut avoir des manières différentes d'agir. Et je pense que la manière de Julien, de Safia ou de Augustin, c'est la même. C'est de dire, voilà, on a atteint les limites de notre engagement associatif, on est allé au bout de ce qu'on voulait faire, et maintenant on veut participer à la gestion et mettre en œuvre. Il faudrait que vous invitiez Augustin Legrand, il vous imiterait Christine Moutin très très bien, en vous expliquant comment elle a expliqué en long, en large et en travers qu'elle ne pouvait rien faire. Et qu'à un moment, il dit, bah si, on peut faire. Avec cet argent, on peut faire autrement. Et c'est ça qu'il a envie de faire, Augustin, et il a parfaitement raison. Donc la politique, c'est le seul moyen d'avoir un impact?
Non, pas du tout, c'est pas le seul moyen d'avoir un impact. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut avoir un parcours inverse, c'est-à-dire avoir fait de la politique pendant un moment et ensuite faire le choix d'un autre engagement. Je pense que, en ce qui me concerne, vu l'âge auquel j'ai commencé à faire de la politique, je pense que mon parcours à moi, il sera inversé. Mais il faut faire de la politique quand on a vraiment à la fois une certaine fraîcheur et puis un peu la niaque quand même, parce que c'est abrasif, parce que c'est prenant, parce que c'est difficile. Mais on peut avoir un rôle à différents moments et je crois que savoir justement qu'on peut agir à différents niveaux, c'est utile parce qu'on peut exercer ses passerelles et travailler avec des gens différents. Et justement, vous en tant que femme, est-ce que vous pensez que vous avez mis beaucoup plus de bâtons dans les roues que par rapport aux hommes dans votre quotidien, est-ce que vous sentez qu'en tant que femme politique, c'est beaucoup plus dur que pour d'autres? Alors c'est particulier parce que je suis dans un parti qui a la parité qui figure dans ses statuts depuis toujours. Donc la place accordée aux femmes, y compris dans les responsabilités, c'est pas du tout la même. Enfin, depuis très longtemps, je pense que les Verts sont le premier parti qui a une secrétaire nationale femme, que c'est quelque chose qui est, j'allais dire, plutôt plus simple qu'ailleurs, même si c'est pas toujours simple. Je crois qu'une des choses encore difficiles, et Elisabeth Badinter l'incarne très bien en fait, c'est de revendiquer qu'on peut tout avoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, il y a eu une génération de femmes qui a fait de la politique, qui a dû abdiquer sur sa vie de femme, voire sa vie amoureuse et sa possibilité d'être mère. C'est à peu près la même chose que pour les dirigeants d'entreprise d'une certaine génération. C'est qu'il fallait choisir. C'était pas possible de tout faire. Et que je crois que les femmes de ma génération, mais aussi les hommes, parce que c'est pas inintéressant de s'occuper des enfants. C'est pas exactement pareil que faire la vidange ou ranger un frigo. Il y a des côtés gratifiants dans le fait de s'occuper d'un enfant, mais peut-être certains découvriront ça plus tard. Et donc, moi, je revendique qu'on puisse tout faire. Et c'est pas forcément facile. Et le regard social n'est pas forcément évident. Voilà. Mais le regard, il est de la même nature pour un recrutement. Je sais bien ce qu'il en est quand un recruteur regarde une femme qui a 3 enfants et qui a 30 ans, il va dire « Oula !» Et il voit s'allumer congé enfant malade, etc., problème de garde, etc. Un homme de 35 ans qui a 3 enfants, il se dira « Celui-là, c'est bon, il est casé, il ne va pas courir après toutes les secrétaires, ça va être peinard, et ça va très bien aller. » C'est caricatural ce que je dis, mais c'est assez vrai en fait. Donc il y a une question d'image sociale qui n'est pas complètement digérée dans notre pays. Et vous faites comment avec vos 4 enfants, par exemple? Moi, je fais comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment gérer tout ça? Ouais, pour gérer tout ça, pour tout avoir. Eh ben, c'est pas facile. Donc, ça veut dire que là, en ce moment, mes enfants, ils sont en vacances chez leurs grands-parents. Voilà, parce que la fin de la campagne va être forcément plus compliquée et plus prenante. Ça veut dire qu'il faut expliquer aux gens avec qui on travaille que des fois, c'est pas possible. Alors maintenant, je leur ai dit, c'est pas juste que je peux pas et qu'il faut me trouver un babysitter. C'est que si vous me laissez sans eux pendant plus de 3 jours, moi je vais être mauvaise parce que je vais plus penser qu'à ça, que j'ai envie de voir mes gamins et que je regarderai les films sur mon iPhone et que je penserai plus qu'à ça et que j'aurais plus du tout envie de vous parler ce soir. Je penserai qu'à un seul truc, c'est quand je rentre. Donc tout le monde commence à intégrer ça, mais je pense que si on l'intègre de façon plus générale, ça fera partie des mœurs de notre vie à la fois professionnelle et politique et les choses changeront. Et je pense par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, l'histoire de Rachida Dati qui est revenue travailler quelques jours après qui allait au Conseil des ministres. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'elle était obligée de le faire. Parce qu'elle a été obligée. Elle s'est obligée. Et tout le monde s'est esbobie de sa silhouette, etc., etc. Moi, je sais ce qu'il y avait en dessous. Elle portait un corset. C'est une évidence. 3 jours après l'accouchement, on ne ressemble pas à ce que ressemblait Rachida Dati. Mais pour l'image, elle avait une telle pression sociale qu'elle était obligée de faire ça. Alors qu'on a le droit de retourner travailler après son accouchement. Moi, j'ai repris... Je crois que j'ai dû refaire une réunion du collège exécutif quelques jours après, mais en gardant son bébé. C'est-à-dire qu'il y a aussi la place des enfants dans la société qui n'est pas forcément la même à tous les endroits, même y compris en Europe. Il y a une place des enfants dans la vie des parents, y compris qui peuvent accéder aux locaux des entreprises, qui n'est pas du tout la même chose, notamment en Europe du Nord. Et donc je pense que c'est vers ce chemin qu'il faut aller. C'est respecter les différents temps de vie, c'est aussi respecter la place des 2 parents, et notamment du père, et améliorer les questions de congés parentaux, c'est-à-dire partagés entre l'homme et la femme. Je pense qu'il y a à la fois une image, et la conquête la continuation des combats féministes, elle est importante, mais il y a aussi des mesures politiques à mettre en œuvre, des décisions politiques à prendre. Vous dites que Rachida Dati était obligée de reprendre le travail, pourtant, si on prend le cas de Ségolène Royal, elle a été en responsabilité gouvernementale à un moment où elle a accouché de ses enfants. Il me semble qu'elle avait pris un congé maternité. Oui, mais il y a d'autres femmes politiques qui l'ont fait, sauf qu'elle, Rachida Dati, elle était menacée, et puis elle avait tellement exposé ça qu'il y avait
presque une obligation supérieure à elle-même de donner cette image-là. Donc l'inverse de ce que je disais, c'est qu'on peut avoir éventuellement le droit d'être mère ou d'avoir une famille, mais il faut être une Wonder Woman, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas possible, parce qu'on est faillible, parce qu'on est fatigué, parce que des fois c'est difficile. Et peut-être que là, c'est là où je peux avoir... mais je pense que, comme on est sorti d'une certaine époque, j'espère que les choses ont changé dans les écoles de commerce, notamment, et en particulier à l'ESSEC, sur cette image lisse, parfaite, de toujours gagner, de l'idéal de la compétition, du plus beau, plus fort, plus rapide. Ça, c'est en rupture avec les idées des écologistes, mais je pense qu'il faut accepter la complexité, la modestie, les choses pas lisses, voilà, et ça permet aussi de vivre mieux et de vivre mieux tous. Moi, je voudrais qu'on revienne sur les mesures politiques pour favoriser l'intégration des femmes, pas dans la politique, mais dans les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse. C'était une mesure qui était proposée par Xavier Darcos en été, qui proposait 40%, un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration des grosses entreprises cotées en bourse. Vous en pensez quoi? C'est comme la parité en politique? C'est une mesure intéressante? C'est forcément une mesure intéressante. Moi, je fais partie de ceux qui n'étaient pas complètement convaincus par la parité avant que la loi soit votée. J'étais très jeune, mais je trouvais ça vexant d'être obligé d'avoir une sorte de case réservée pour pouvoir accéder à des responsabilités. Rétrospectivement, je pense que c'est absolument nécessaire. Il y a une espèce de force surnaturelle ou je ne sais pas quoi qui fait que quand il n'y a plus cette règle, bizarrement, il n'y a plus que des mecs. Je ne peux pas comprendre. Mais je constate quand même. Et c'est vrai que cette règle-là, elle est utile. Et vous savez pourquoi elle est utile? Elle est utile parce que je pense que, et je ne suis pas du tout la peau du différentialisme qui dit que les femmes seraient plus sympas, plus gentilles, plus guerrières ou je ne sais pas quoi, mais je constate quand il y a des réunions avec que des hommes, avec que des femmes, c'est rarissime, c'est beaucoup plus pénible, en tout cas en politique, que quand ce sont des réunions. C'est ce que vous dites dans votre livre, d'ailleurs, vous dites « Je suis convaincu que l'abondance de testostérone et l'absence de mixité de certaines réunions contribuent à leur pénibilité. Ça veut dire que la culture n'y fait rien, nous les hommes on reste des bêtes. » C'est pas que des bêtes, mais après ça nous emmènerait très loin sur la manière dont on éduque les garçons et dont on éduque les petites filles, sur cette obligation de compétition, de se mettre en valeur, sur lui il a parlé 3 minutes donc moi je vais parler 4 minutes, ah bah oui mais lui il a parlé 4 minutes donc moi je vais parler 5 minutes, ah mais si l'autre a parlé 5 minutes, moi je vais parler 6 minutes, ah oui mais si j'additionne les deux mecs là, ils ont parlé 3 minutes et 5 minutes, mais comme ils sont de la tendance bidule, 3 plus 5 ça fait donc moi je veux parler 10 minutes, ça se finit comme ça. Je ne sais pas, et alors je peux vous dire, parce que Daniel Breuiller, qui est candidat avec moi dans le Val-de-Marne, il a 60 ans, c'est un élu local depuis très longtemps, il est vice-président du Conseil général, et il dit ça me contrarie, parce que moi je ne me sens pas bête, comme vous dites, et je pense que j'ai une part de moi qui est féminine, mais il constate la même chose. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, il constate que quand il n'y a que des hommes dans une réunion, c'est plus compliqué. Alors les quotas, oui, c'est une nécessité. Quand il n'y a que des femmes. Non plus, non, je pense que la mixité, c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose parce que ça change l'atmosphère. Je ne peux pas expliquer plus simplement que ça. Après, il y a une prise de position politique sur l'égalité des droits et la nécessité de donner accès aux hommes et aux femmes aux mêmes responsabilités. Ça, c'est une certitude. Et qu'il faut quand même essayer de réparer des millénaires d'inégalité et de cantonnement des femmes à un rôle domestique ou à un rôle, j'allais dire, subalterne. Donc on a aussi probablement... pas vous, mais vous êtes héritier de tas de trucs qui viennent depuis l'époque où les hommes préhistoriques partaient chasser, donc c'est compliqué à récupérer. Mais c'est pour ça qu'il faut être volontariste. Dans les conseils d'administration, c'est nécessaire, mais je pense que ça passe aussi par le non-cumul. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on limite aussi la possibilité de cumul, ça vaut pour la politique, mais ça vaut pour les conseils d'administration, bizarrement, il y a des femmes qui apparaissent. Voilà. Vous êtes contre le cumul des mandats en politique? Oui, je pense Par que exemple, Valérie Pécresse ne devrait pas faire campagne face à vous. Non, c'est pas, là, en l'occurrence, elle ne cumule pas des mandats, elle cumule une candidature et un poste de ministre. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Non, je constate quelque chose, c'est que il y a 26 pays dans l'Union européenne. Il y a un pays, la France, qui a 83% de taux de cumul de ses parlementaires. D'accord? Et les 26 autres pays sont en dessous de 15%. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas 15% des parlementaires de tous les autres pays d'Europe, chacun des pays pris individuellement, qui cumulent avec un autre pays de responsabilité, c'est 83% en France. Il y a quand même une 5e démocratie finissante qui a accumulé les attributs du présidentialisme et d'un régime présidentiel sans les contre-pouvoirs, plus la logique de fiefs locaux, supralocaux, doublés d'un poste de parlementaire, où on ne va pas forcément d'ailleurs au Parlement, parce qu'au final on n'a pas le temps, mais il faut garder le poste pour pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le prenne. Et s'il prend le poste de parlementaire, alors il risquerait de piquer la mairie.
C'est un peu ça la logique, hein. Et ça, on est arrivé au bout du système. Et ça empêche le renouvellement et ça empêche la féminisation aussi. Si vous êtes élu présidente du conseil régional et qu'on vous offre la mairie de Villeneuve-Saint-Georges je vois sur Twitter qu'il y a zéro risque là, parce que vous ne connaissez pas la maire de Villeneuve-Saint-Georges, j'avais pas motivé pour que ça arrive. Non, mais par ailleurs, non. La réponse est non. Et par ailleurs, si je suis élue présidente, je démissionnerai de mon poste de maire adjointe de Villeneuve-Saint-Georges. Donc voilà. C'est noté. On va donc passer à notre troisième partie, l'écologie en particulier. Est-ce que vous pensez que les Français ont compris aujourd'hui l'urgence écologique et sont prêts à faire des sacrifices dans leur vie de tous les jours, dans leur confort, pour l'écologie, pour un plus d'écologie? Ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'il y a déjà un parti pris. C'est-à-dire que pour l'écologie, il faut des sacrifices dans son confort et dans sa vie. Le fameux angle du journaliste que vous dénoncez dans votre livre. Bravo. Donc, ça n'est pas une question. Il y a deux questions. La question, ce serait, est-ce que l'écologie, ça implique des sacrifices dans la vie, dans la vie quotidienne et dans le confort? Question 2. Et la première question, est-ce que vous pensez que les gens ont compris l'urgence écologique? Vous êtes d'accord si je découvre votre question? Tout à fait. Et la troisième partie, après. Ah d'accord, la troisième partie après. Donc la première question, est-ce que... ça c'est ma méthode, mais vous n'êtes pas journaliste, mais c'est vrai que j'essaye de le faire pas agressivement, mais d'expliquer quand même. Il se trouve que quand j'étais au Génépi, qui ne fait pas que de l'alphabétisation, ma première mission, c'était ce qu'on appelait le décryptage des médias. Donc on travaillait avec les détenus le lendemain en ayant regardé les journaux de 20 heures de toutes les chaînes hertziennes qu'ils pouvaient capter et en les comparant les uns aux autres pour regarder comment l'information était analysée, puisque les détenus sont souvent, surtout en maison d'arrêt, toute la journée devant la télé. Et donc l'idée, c'était d'apprendre à avoir un peu de recul avec les médias. Moi, j'y connaissais pas grand-chose, mais ça m'a marqué. Et maintenant que je suis tous les jours, voire plusieurs fois par jour, confrontée à cette réalité-là, j'essaye d'avoir cet même petit recul qu'on peut essayer d'avoir, qui permet d'abord de ne pas tomber dans tous les panneaux, mais aussi des fois de renvoyer aux journalistes le fait que vous êtes un peu, comment dire... On n'est pas encore journaliste. Non, mais vous avez fait la même chose, c'est-à-dire, je vous ai montré, c'est que quand vous posez la question, est-ce que vous pensez que les gens ont compris l'urgence écologique et qu'ils sont prêts à des sacrifices dans leur confort et dans leur vie quotidienne, vous associez immédiatement l'idée écologie égale sacrifice. Donc la première question, est-ce que les gens ont compris l'urgence écologique? Oui, je crois en partie. Oui, réellement. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, qui est une prise de conscience intellectuelle. Il y a quand même eu un certain nombre de gens, notamment sur les questions du dérèglement climatique, qui ont pu présenter les choses de manière très scientifique. Et je remercie le travail des journalistes du Monde qui ont démonté l'imposture absolue de Claude Allègre et de son dernier livre et qui ont montré qu'il avait inventé plus de la moitié de ses citations scientifiques. Donc c'était ça qu'il fallait faire contre ceux qui contestent le dérèglement climatique, c'était démontrer que les arguments scientifiques ne tiennent pas. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que la crise écologique, elle touche d'autres choses que la question du climat. Quand on parle de perte de biodiversité, c'est moins évident, mais on s'en rend compte quand même. Quand on parle de pollution, alors là, tout le monde comprend. Parce que la pollution a des impacts directs sur la santé, et quand on dit ce chiffre qui, a priori, peut sembler un peu abstrait, 40% d'augmentation de l'asthme depuis 15 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chaque famille, on sait maintenant que dans des proportions qui n'ont rien à voir avec les proportions de la génération précédente, les enfants, ils sont souvent taulides, il y a des cas d'insuffisance respiratoire, ils enquillent des épidémies de bronchiolite, c'est une réalité. Et que l'asthme, c'est une conséquence directe de la pollution aux particules fines, et la pollution aux particules fines, c'est une conséquence immédiate et très majoritairement issue de la pollution atmosphérique liée aux automobiles et aux camions, au transport routier. Donc ça, c'est une réalité. Tout comme est une réalité l'évolution des maladies du mode de vie, et en particulier l'épidémie de cancer. Donc ça, je pense qu'il y a aussi une perception de cette réalité, de cette crise écologique, et une perception, j'allais dire, un peu tripale dans l'évolution des maladies et de la santé d'une grande partie de la population dans des pays qui sont a priori des pays en situation de progrès comme l'est la France. Donc on a bien compris que les Français avaient saisi les... Donc la deuxième question, les sacrifices. Ouais, je n'ai pas oublié. Donc non, les écologistes ne disent pas qu'il faut sacrifier son confort, tout comme on ne dit pas qu'il ne faudra plus jamais prendre l'avion, tout comme on ne dit pas qu'il ne faut plus de vacances. Au contraire, on dit qu'on peut avoir une meilleure qualité de vie en faisant évoluer nos modes de vie. Aujourd'hui, on est par exemple dans des bâtiments qui sont très mal isolés, qui consomment beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie, voire même du fioul, pour chauffer l'atmosphère. Ce qui contribue pour 30%, c'est à peu près la proportion du chauffage, aux émissions de gaz à effet de serre. Vivre dans un bâtiment bien isolé, mieux éclairé, avec des grandes façades vitrées qui recueillent la lumière du soleil et qui peuvent le transformer en chaleur l'hiver, avec un système très simple parfois de préchauffage du bâtiment qui, avec une isolation suffisante, n'a pas besoin de radiateur,
ça fait vivre à une température confortable sans avoir de radiateur. Ce n'est pas reculer sur le confort, c'est une certitude. Éviter ce que nous proposons en Ile-de-France, c'est-à-dire de travailler sur la réduction du temps de transport, et éviter aux gens de passer 3 heures dans les bouchons chaque jour, pour certains d'entre eux, je ne pense pas, et de travailler plus près de leur lieu d'habitation, je ne pense pas que c'est un sacrifice ni un recul sur le confort de vie, au contraire. Donc ça, c'est vraiment une idée reçue que de considérer que l'écologie prône des solutions qui sont des solutions sacrificielles qui vont nous faire vivre difficilement. Je dirais en blague, comme le dit Coppens, on ne va pas tous se mettre à vivre dans des grottes. De toute façon, il n'y a plus assez de grottes pour tout le monde. Donc c'est assez réglé. Les écologistes sont favorables au progrès, sont favorables à la recherche, sont favorables à l'innovation, mais à partir du moment où ceux-ci vont dans le sens du progrès pour tous et de l'amélioration justement de la qualité de la vie. Parce que le progrès pour le progrès, ça peut être la dégradation de la qualité de vie, et c'est ce qu'on a vécu quand même depuis quelques années. Alors, si j'assume, les Français ont bien compris l'urgence écologique. Il y a des solutions qui permettent de pallier à l'urgence écologique. Et moi, j'ai l'impression que les partis traditionnels, que sont le PS et l'UMP, ont déjà saisi justement ces enjeux, ont déjà proposé des solutions, et je me demande ce que les Verts et l'Europe écologique peuvent apporter en plus. Parce que quand on voit le Grenelle de l'environnement qui a été lancé par Borloo, quand on voit le paquet énergie-climat qui a été adopté à l'Union européenne, on se demande ce que les Verts peuvent faire en plus, finalement. Eh bien, je vais vous répondre. Ils peuvent faire, justement. Parce que ce que vous rappelez... Ils ont fait l'UMP. Non. Le paquet énergie-climat à l'Union européenne, le paquet énergie-climat, c'est d'abord ce le Grenelle a été voté. Oui, le Grenelle 1 a été voté, c'est-à-dire les intentions. Le Grenelle 2, il n'est toujours pas voté. Et puis, je vais vous raconter une discussion intéressante. Il se trouve que je suis allée à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris il y a quelques jours. C'était devant 100 chefs d'entreprise. Donc vous imaginez, les temps changent quand même, hein, parce qu'on a le salon de l'agriculture, on a été hyper bien accueillis, et on peut parler avec des chefs d'entreprise sans qu'ils jettent des tomates, même s'ils sont plus polis en général que les agriculteurs d'autrefois. Et donc on a cette discussion, et un chef d'entreprise se lève et dit moi je vais contrarier Madame Duflot parce que j'ai 4000 véhicules jour sur les routes. Je lui dis mais non, vous ne contrariez pas. Ce qu'on veut quand on travaille sur des contrats de conversion de filière pour engager la transformation écologique, c'est justement travailler avec les principaux concernés, travailler avec les sidérurgistes, avec les entreprises qui font du raffinage, avec les salariés qui travaillent dans ces entreprises. On n'est pas déconnecté de la réalité. Il n'y a personne qui ne veut d'une dictature éclairée des écologistes. C'est le contraire. On est vraiment dans une logique beaucoup plus contractuelle, dans une logique de discussion, dans une logique d'élaboration collective. Et il me dit, moi, j'ai participé aux travaux du Grenelle. Alors, au début, j'ai essayé un peu de me bagarrer, et puis après, je l'ai laissé tomber. Alors, on a des objectifs sur le fret ferré, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est impossible. De toute façon, moi, j'ai un réseau sur lequel, un trajet sur lequel je veux remplacer des camions par des trains, je ne peux pas le faire. C'est pas possible. Les faisceaux sont réservés pour les trains de voyageurs, c'est pas possible. Et donc, votre truc, c'est n'importe quoi. Alors, je vais regarder, je dis, je vais vous faire une grande révélation. Je ne m'appelle pas Dominique Bussereau, je ne suis pas ministre des Transports. Parce qu'il avait bien mis le doigt sur le problème. Bien sûr qu'il y a eu le Grenelle. Et je pense qu'une des choses les plus intéressantes, c'est justement que des gens qui ne se parlaient pas aient pu entrer en discussion. Notamment des syndicalistes avec des associations de protection de l'environnement, etc. Sauf que ça n'a pas été suivi des faits. On dit, une des priorités, c'est le transport ferroviaire. Et qu'est-ce qu'on fait? On ferme 500 gares de fret, on supprime le wagon isolé. Le wagon isolé, ça veut dire que toute entreprise qui veut affréter un train de moins de 12 wagons ne peut plus. C'est plus possible de transporter par fret moins de 12 wagons. Donc le problème, c'est qu'on est dans un décalage qui devient, je vais être un peu dur, mais presque criminel entre le discours et les pratiques. C'est-à-dire qu'on a des belles annonces, qu'on a des belles phrases, que oui, bien sûr, on va tout révolutionner à Copenhague, et qu'au final, on n'a pas le courage de prendre les décisions politiques qui s'imposent. Et donc, là où ça marche, c'est que cette opération de communication, elle a créé une discordance totale entre les attentes qui ont pu exister et la réalité. Le Grenelle 2, la loi Grenelle 2 n'est pas votée, elle est enlisée au Sénat. Mais il y a quand même des actions concrètes pour les particuliers, par exemple les crédits d'impôt, les... À la prime à la casse, si vous me dites que la prime à la casse c'est écolo, je vous invite à aller parler avec les démolisseurs. Pour les constructions de panneaux solaires, par exemple. Alors ça date, oui, mais il y a quelques mesures, mais d'abord ces mesures-là, elles sont pré-Grenelle, hein, pour dire les choses, et elles sont en train de s'éteindre. Et deuxièmement, ce qu'il faut, c'est justement être dans une logique beaucoup plus forte. Et c'est pour ça, par exemple, que moi, j'ai accepté d'aller discuter avec le président Sarkozy de la taxe carbone. Mais on n'appelle pas ça la taxe carbone, on appelle ça la contribution climat-énergie. Pourquoi? Je vais vous démontrer exactement la différence entre le discours, voire transformation en petit acte, et ce que proposent les écologistes.
La contribution climat-énergie, c'est prendre effectivement une contribution sur l'ensemble des consommations énergétiques, toutes, y compris l'électricité. Parce que si la taxe carbone, qui aujourd'hui va s'attaquer que aux particuliers et que au pétrole, globalement, ça a fait que des gens remplacent leur chaudière à fioul par des radiateurs électriques, franchement, c'est stupide. Je sais, stupide. C'est vraiment, mais alors d'un très très haut degré de stupidité. Donc on prend une contribution sur l'ensemble des... oui, parce que vous savez qu'avec le chauffage électrique que le EDF a développé de manière, a poussé au développement de manière massive, on a été obligé d'importer de l'électricité cet hiver, malgré notre parc électronucléaire complètement folle dingue. Hein. Donc on est dans une situation de gestion de l'énergie électrique en France qui est aberrante. Voilà. Le mot aberrant, et je pense, est adapté. Donc l'idée, c'est une contribution assise sur l'ensemble des consommations énergétiques qui est directement affectée à la transition énergétique et aux politiques d'économie d'énergie. D'économie d'énergie sur le changement de mode de chauffage, sur l'isolation des bâtiments, sur le remplacement des appareils électroménagers beaucoup trop gourmands en énergie, sur le développement des transports en commun. C'est-à-dire une contribution directement affectée. Là, de fait, on fait une taxe carbone qui exonère 93% des consommations énergétiques, qui ne repose plus que sur les particuliers, qui fait l'objet vaguement d'une compensation totalement injuste socialement et qui n'est en rien affectée à des dépenses d'économie d'énergie. Elle va passer la taxe carbone. Oui, enfin, on l'annonce pour juin. Celle qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, c'était celle-là. Vous pensez qu'elle va être réécrite et qu'elle va passer... je pense oui, que c'est parti pour. En tout cas, c'est ce que Fillon a laissé entendre. Alors c'est vrai qu'entre Fillon et Sarkozy sur ce sujet-là, c'est sensible. Mais a priori, c'est parti pour être ça. Et pour revenir plus au vert qu'à la politique nationale, en 2 ans, vous avez opéré une mutation, vous êtes devenu Europe Écologie, enfin les Verts ont fait partie d'Europe Écologie. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus précisément la différence entre les Verts et Europe Écologie pour qui s'est présenté donc à la place des Verts l'an dernier aux européennes et cette année aux régionales? Alors, les Verts, c'est un parti politique. Un parti politique, ça a des règles de fonctionnement, ça a une histoire, c'est structuré, c'est une organisation. Europe Écologie, c'est la capacité de mettre en mouvement un réseau. Donc un réseau qui est lui aussi structuré, mais structuré comme un réseau, c'est-à-dire beaucoup plus souplement, et qui permet de participer à la vie politique et d'engager dans la vie politique des gens qui ne se reconnaissent pas dans une structure de type partidaire. Donc c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus inclusif de parcours différents, et c'est complémentaire, c'est-à-dire que l'un n'exclut pas l'autre. C'est pas Europe Écologie qui remplace les Verts, et les Verts ne peuvent pas absorber Europe Écologie. Les deux coexistent et vivent ensemble. Et donc c'est pas très évident à appréhender, c'est normal parce que c'est aussi une invention d'une nouvelle forme politique par rapport à tout ce qu'on connaît depuis des années. On connaît des partis politiques qui évoluent, qui changent de nom, des fusions de partis politiques, des absorptions de partis politiques, mais nous, on a voulu créer quelque chose de différent qui permet un engagement aussi qui ne soit pas égal à un engagement partidaire traditionnel. Et ça, vous pensez que ça va durer ou ça va s'essouffler après le premier échec? D'abord, le premier échec, il n'est pas parti pour arriver tout de suite. On avait déjà dit ça après les européennes, ça devait s'éteindre tout de suite. Vous voyez où on en est. On est non seulement très loin de l'extinction, mais on a bien vu que cette dynamique, elle a été encore plus loin. C'est-à-dire que le rassemblement d'Europe Écologie au moment des élections européennes, qui était le rassemblement de la grande famille écologiste traditionnelle, il a franchi un nouveau cercle, à peu près dans toutes les dimensions, en direction de la société civile, en direction des gens plutôt issus traditionnellement de la gauche, des gens issus du centre, et en direction des gens issus de la famille traditionnelle socialiste. Donc vraiment, on a franchi un nouveau cercle au moment des élections régionales. Donc on est plutôt dans une dynamique de construction. Après, sur la forme exacte, sur le moyen de consolider cette dynamique, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que justement, la dynamique d'Europe Écologie provient de sa mise en mouvement permanente, c'est-à-dire du fait de ne pas s'arrêter à un moment, mais d'être dans une dynamique où on poursuit le rassemblement en permanence. Donc en tout cas, moi je suis convaincue que c'est le moyen de revivifier quand même la vie politique dans notre pays. On a 2 modèles, un modèle d'un parti socialiste qui s'est beaucoup cristallisé sur ses fiefs, régionaux ou locaux, et sur les patrons de ces fiefs, qui organisent régulièrement des petites guéguerres entre eux. Alors au moment où il faut sauver les bijoux de famille, comme pendant les régionales, comme par miracle, tout redevient au cordeau. Je vous parie que le 23 mars, ça a déjà vaguement commencé avec le Languedoc-Roussillon, le 23 mars, poum, ça va repartir comme avant. Pourquoi? Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que l'élément fédérateur d'Europe Écologie, c'est de travailler sur le projet. C'est de partager un projet politique commun. Et je pense que dans les 2 expériences de rénovation de la vie politique qu'on a connues ces dernières années, si je prends une position d'analyste, que sont le MoDem d'une part et Europe Écologie d'autre part, la différence fondamentale, c'est le projet et l'existence d'un projet politique qui n'est pas juste faire élire quelqu'un à la présidentielle. Et pourquoi
pourquoi si vous avez travaillé sur le projet, c'est une dynamique qui s'est enclenchée, manque-t-il de parties essentielles, je trouve, dans le mouvement écologiste en ce moment, que sont CAP 21, qui est dirigé par Corinne Lepage, et Alliance écologique indépendante. Ça, c'est gentil de dire que CAP 21 est un parti écologiste essentiel, parce que CAP 21 est aussi membre du MoDem. Donc vous savez bien que c'est vos futurs amis. Jusqu'à la fin des régionales, on verra après. Oui, c'est ça, ils sont dans une position un peu compliquée. Donc il y a une grande partie de CAP 21 aujourd'hui qui fait campagne avec Europe Écologie. Je crois même la majorité des gens de CAP 21 font campagne avec Vous annoncez la fin de l'alliance entre Corinne Lepage et François Bayrou. Oula, moi je ne m'occupe pas des affaires des autres du tout. Ils s'en occupent très bien eux-mêmes. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une grande partie des militants locaux et des gens de CAP 21 de fait font campagne avec Europe Écologie, parce que c'est normal. Je pense que quand on est écologiste aujourd'hui, le rassemblement il est là. Après, il y a les cas particuliers de Francis Lalanne, de Jean-Marc Governatori, mais là on est dans une dimension qui est autre que la dimension politique, et je dois vous avouer que j'ai personnellement mes limites. Francis Lalanne est au-delà de mes limites. Voilà. On le dira, on le transmettra. Merci, si tu nous entends. L'écologie a le vent en poupe en France, et pourtant le GIEC a été mis en cause récemment. On a un semi-échec, voire un véritable échec du sommet de Copenhague, et entre autres Claude Allègre aussi, et d'autres scientifiques qui contestent les... On parlera pas de Claude Allègre. Non, mais parce qu'il ne conteste rien du tout, Claude Allègre. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un travail de scientifique. J'ai déjà dit ça, donc puisqu'on est en tout cas des contestations. On peut avoir un débat sur la vie sexuelle des êtres humains. Si le postulat que vous avez, c'est que les hommes ont 3 pénis et que vous voulez m'en convaincre, ça va être plus compliqué. Donc à moins de faire une démonstration scientifique de cette réalité-là, auquel cas on peut avoir un débat, sinon ça s'arrête net. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de débat avec Claude Allègre tant qu'il ne joue pas son rôle de scientifique, voire même qu'il ment. Il fait quoi Claude Allègre? Il fait des polémiques comme non, Claude Allègre, il a envie d'exister, il aimerait beaucoup rentrer au gouvernement, et pour ça il a aussi envie de vendre des livres. D'ailleurs il republie dans ses livres ce qu'il a déjà écrit dans ses livres précédents. Il fait semblant de créer de la polémique et d'être lui le gentil contre les méchants écolos pour qu'on l'invite à la télé en disant tiens, ça va faire un débat un peu saignant et il y aura de l'ambiance. Ça participe de la mousse médiatique et ça marche assez bien. Mais je crois que là il a trouvé quand même le bout de ses limites. On va juste préciser le titre du livre de Claude Allègre pour ceux qui voudraient l'acheter, L'imposture climatique. Donc pour vous, Claude Allègre, pour ceux qui voudraient l'acheter, je vous conseille avant de lire l'article, les 2 articles qui ont été consacrés à ce livre dans Le Monde de samedi dernier. Ça vous relativisera la pertinence du propos scientifique. Mais sinon, sur le GIEC, je vais vous répondre sur le GIEC et sur Copenhague, vous avez raison. C'est pas un semi-échec, c'est un échec, Copenhague. C'est un échec, et c'est un échec qui était sans doute assez prévisible et qui repose en partie sur les épaules de l'Union européenne et sur les épaules de l'incapacité d'un certain nombre de gouvernants à être, j'allais dire, courageux et à poser des actes politiques. Ça vaut pour Obama. Et donc, forcément, on est dans une situation difficile. Mais c'est la première fois que dans les négociations internationales, depuis Rio 1992, il n'y avait pas d'écologistes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'écologistes en France. Ah oui, mais nous, on n'était pas en situation de responsabilité. Hein. Il ne vous a pas échappé qu'il n'y avait pas vraiment d'écologistes au gouvernement aujourd'hui qui soient capables de peser. Donc, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que je ne dis pas ça en souriant. Je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui d'assumer les responsabilités et de prendre les décisions qui sont des décisions sans doute un peu difficiles, mais nécessaires. Donc il y a encore 2 chances, hein. Il y a Bonn puis Mexico, il reste 1 an, il faut absolument qu'il y ait un ressaisissement général sur ces questions-là, parce que sinon, au-delà de 2 degrés de réchauffement depuis le début de l'ère industrielle, quand on dit qu'il faut se limiter à 2 degrés, c'est que les modèles ne permettent pas d'évaluer quelles seront les conséquences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où notamment les courants marins sont modifiés, on ne sait pas. On ne sait pas modéliser les conséquences du dérèglement climatique et on ne sait pas si on peut faire marche arrière. Donc on est dans cette situation-là. Alors c'est très difficile de ne pas être catastrophiste et en même temps de dire c'est très sérieux. Parce que c'est vrai que le côté, là où vous pouvez avoir raison, c'est de dire déjà c'est la crise, on est au chômage, en plus il va y avoir le réchauffement climatique et tout ça, ça fatigue quoi. Et donc il peut y avoir un mouvement de recul, ça je comprends. Mais c'est les mêmes. Je vais vous donner un autre exemple, tout à fait d'actualité. Le président de la République, il a été candidat. En avril 2007, il a dit qu'il faut assouplir la loi littorale. En avril 2009, quand il a présenté son discours sur le Grand Paris, il a dit le problème c'est qu'il y a trop de normes, trop de réglementations. Il faut pouvoir construire en zone inondable en Ile-de-France. Et maintenant, le président de la République, il met ses bottes avec les cuissardes, il va dans la flotte et il dit comment c'est possible que ça arrive, c'est quoi ce scandale de construire en zone inondable. C'est vraiment le problème essentiel des écologistes, c'est que quand on dit attention, ça va arriver, attention, les choses sont difficiles, attention, c'est maintenant qu'il faut agir, on dit oh là 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 là, ils sont catastrophistes, ils nous empêchent de nous développer tranquillement, tout va bien aller. Et puis ensuite, on dit ah mais comment c'est possible que ce soit arrivé? Et je pense qu'avec la question climatique, on est dans le même scénario. Donc c'est pour ça que je ne désespère pas
d'agir, mais c'est aussi pour ça que je fais de la politique, c'est que je pense qu'il est temps que les écologistes prennent les responsabilités, que cette question du fret ferroviaire, elle sera résolue s'il y a des écologistes qui sont en situation de dire la priorité du plan de relance et des investissements, c'est sauver les lignes secondaires et c'est développer de vrais programmes en faveur du fret, par exemple. On l'a compris, il y a un manque de volonté selon vous chez les politiques en place. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites si l'accord n'a pas abouti à Copenhague, c'est justement parce que la remise en cause qu'un véritable accord imposé en termes de développement est insupportable pour une grande partie des gouvernements de la planète, en tout cas pour ceux de droite qui sont grosso modo dans les pays occidentaux. C'est pas un peu trop clivé comme vision? J'adore votre question dit comme ça en me regardant par en dessous. C'est pas un peu trop clivé. Non, ça n'est pas. Non, ça n'est pas à partir du moment où on définit une vision de droite comme étant une vision qui valorise la compétition, qui valorise le libéralisme, qui considère que le marché à court comme à moyen terme peut tout régler. Je considère, et je pense qu'on peut assez facilement faire la démonstration, que le marché est incapable de gérer le moyen et long terme. Incapable. Et que donc, il faut des régulations et des politiques d'investissement qui soient faites de manière volontariste, politique, au niveau d'ailleurs pas seulement étatique, mais aussi au niveau européen. Et que du coup, il y a une obligation de régulation. Et qu'aujourd'hui, l'obligation de régulation, même si elle se retrouve dans les discours de Nicolas Sarkozy, mais tout peut se retrouver dans les discours de Nicolas Sarkozy, y compris Jean Jaurès, donc ça vaut pas trop. Qui moquait. Qui moquait. Cette obligation, bientôt René Dumont, et cette obligation de régulation et cette obligation de volontarisme politique, elle, notamment en matière économique, elle ne fait pas partie du patrimoine génétique de la droite. C'est comme ça, j'y peux rien, c'est une réalité. Ça tombe bien qu'on parle de l'UMP, puisqu'on va aborder la question des régionales. Moi j'aimerais bien qu'on prenne un petit temps déjà pour rappeler les enjeux du scrutin des 14 et 21 mars prochains. Il faut savoir, est-ce que justement vous pourriez expliquer à quoi sert la région et comment on peut gagner des élections, comment ça marche le scrutin? Parce que j'ai l'impression que moi en faisant ces interviews, j'ai découvert comment marchait le mode de scrutin, qu'est-ce que faisait vraiment la région. J'ai découvert que la région de France était 12 millions d'habitants, c'était 4,5 milliards de budget, mais en fait ça sert à quoi ces 4,5 milliards de budget? Alors, on va repartir depuis le début. La région où on vit ici s'appelle l'Île-de-France. Donc elle regroupe 8 départements. C'est une région de France. Dont la capitale, Paris. Elle regroupe, vous allez sûrement, vous ne savez pas, mais 50% de son territoire est occupé par l'espace agricole. C'est quand même très significatif. C'est parce qu'on a lu votre livre. C'est bien, bravo. Et donc les missions essentielles d'une région, ces missions, on va dire, de base, c'est le développement économique, les lycées, la formation professionnelle et les transports. Ça, c'est les compétences de base d'une région. En sachant que formation, éducation, lycée occupent environ une candidate qui est ministre et qui a sur sa liste 3 autres ministres, expliquer qu'elle va avoir des positions en matière de logement, en faveur des crèches et je ne sais quoi encore, en sachant que la réforme qu'elle défend en tant que ministre lui interdira de faire ça. Mais c'est ça, c'est la politique, mais ça me fatigue quand même. Donc je pense qu'il est très important de défendre la clause de compétence générale. Aujourd'hui, il y a un certain nombre notamment de politiques culturelles qui ne pourraient plus être menées si la région Île-de-France n'intervient pas comme elle le fait. Elle finance davantage le cinéma en France que l'État. La région Île-de-France finance davantage le cinéma que l'État, juste pour s'en rendre compte. Donc, ses compétences principales, plus les compétences qu'elle s'adjoigne, c'est les éléments dans lesquels elle agit en étant soit opérateur direct, c'est elle qui gère les lycées, c'est la région qui est l'employeur des personnels de service et des techniciens qui interviennent dans les lycées, par exemple, ou elle peut intervenir au travers d'organismes en participant à titre de subventionneur, à ma connaissance, même si les Verts y étaient opposés parce que nous considérons que l'ESSEC avait les moyens, elle a contribué à financer l'extension du bâtiment de l'ESSEC, la région Île-de-France. On va intervenir en termes de subvention. Vous, oui. Donc ça, c'est un élément important. Donc, deuxième élément, le mode de scrutin. Le mode de scrutin, c'est un scrutin à 2 tours. Donc, au premier tour, on vote sur des listes. Chaque liste étant composée de sections départementales, c'est-à-dire que vous verrez sur le bulletin de vote que vous allez recevoir chez vous ou dans votre région, vous avez le nom de la tête de liste régionale. Vous avez donc la section département par département avec une tête de liste par département. Dans le Val d'Oise, c'est Safia, je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, au deuxième tour, les listes qui ont obtenu plus de 10% ont la possibilité de se maintenir ou de fusionner. Les listes qui ont obtenu plus de 5% ont la possibilité de fusionner avec des listes ayant obtenu plus de 10%. Et les listes ayant obtenu moins de 5%
ont la possibilité de pleurer parce qu'en plus, elles ne verront pas leurs frais de campagne remboursés. Voilà la situation telle qu'elle est. Et au deuxième tour, c'est celui qui obtient la majorité absolue ou la majorité relative s'il y a 3 listes ou plus, qui obtient la moitié des sièges plus une proportion des sièges restants, à peu près comme dans les conseils municipaux. Donc il n'y a plus la situation qu'on a pu connaître autrefois, l'élection à la proportionnelle intégrale qui faisait des majorités fluctuantes ou des majorités qui s'étaient faites entre le RPR à l'époque et le Front National. On n'est plus dans cette situation puisqu'il y a une majorité claire à l'issue du deuxième tour. Voilà, c'était à peu près clair mon explication. Est-ce que c'était clair? Oui. Oui, c'est pas. Juste une chose à préciser, c'est que le 14 mars, il faut voter pour la liste qui s'appelle Europe Écologie. La tête de liste, c'est un peu facile. Autre chose à préciser, c'est que d'habitude, c'est tous les 6 ans qu'on renouvelle, et cette fois-ci, on votera pour des gens qui seront en poste que pour 4 ans. Oui, si la réforme. Une histoire de concordance de calendrier. Voilà, et qui ne seront plus élus avec le même mode de scrutin si la réforme des collectivités territoriales est adoptée. Alors pour être tout à fait exhaustif, on va rappeler les résultats des élections de 2004. En Ile-de-France, il y a eu 60% de participation au premier tour, 65% au deuxième tour. La gauche avait gagné 50% des voix, ce qui faisait en fait 60% des sièges avec le système de proportionnel. La droite avait obtenu 27% des sièges, le FN 8% des sièges. Alors, on s'appelle qu'à l'époque, les 2 seules régions qui restaient à la droite étaient la Corse et l'Alsace. Moi, je voudrais savoir quelles sont pour les Verts, quelle est l'ambition des Verts? Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir conquérir la présidence de la région Île-de-France? Alors là, dans la question, tout est dans le vraiment, par exemple. Oui, la réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'une élection, ça se fait le 14 mars. C'est-à-dire au moment où les gens votent. Et tant que les gens n'ont pas voté, l'élection n'a pas eu lieu. Voilà, alors après, on peut sentir des tendances avec les sondages, mais il ne faut jamais oublier que les sondages sont des photographies qui sont tous corrigées en fonction de tout un tas de paramètres, et que l'évolution du paysage politique, et notamment de ce que représente Europe Écologie, est difficile à évaluer de manière précise par les sondeurs aujourd'hui. C'est une réalité, donc on n'en sait rien. Ça veut dire qu'on peut aussi se prendre un bouillon, il faut aussi préparer également. Mais ça veut dire, et c'est pour ça qu'on est candidat, ça veut dire qu'on peut arriver en tête. Pourquoi on est candidat pour arriver en tête? Parce que sinon, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, ça ne servait à rien. C'est-à-dire que de considérer qu'aujourd'hui, il faut que des écologistes accèdent aux responsabilités pour mettre en œuvre ces propositions, je réponds à ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'isolation des bâtiments. Dans notre programme en Ile-de-France, on dit, on l'a évalué de manière précise, qu'on peut mettre en œuvre l'isolation de 200 000 logements en 4 ans, 50 000 logements par an, pour diviser les charges par 2, pour créer de l'emploi durable et non délocalisable, et enfin pour participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ces 3 éléments-là, ça nécessite effectivement une politique volontariste, et ça nécessite de faire ce choix-là, et de faire le choix d'orienter les financements de la région dans cette direction. De doubler le budget du logement, c'est faire le choix, effectivement, de décider qu'on attribue les crédits de telle ou telle manière. Parmi nos propositions, je crois quelque chose de très original par rapport à l'ensemble des autres listes, c'est la capacité de travailler en lien avec les autres régions. Le programme qu'on défend en Ile-de-France, c'est aussi un programme qui résonne avec ce qui se passe en Rhône-Alpes, en Limousin, en Poitou-Charentes ou ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai évoqué tout à l'heure, parmi les compétences essentielles des régions, la question du développement économique. C'est environ 2 milliards d'euros de budget sur l'ensemble des régions, plus 2 milliards d'euros dans les départements, en sachant que théoriquement, je dis bien théoriquement, les régions ont la compétence de chef de file sur les politiques en faveur du développement économique des départements. C'est-à-dire que les départements doivent faire valider leur politique par les régions. Ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Et les régions entre elles ne travaillent pas du tout de manière dans une logique de coopération, mais plutôt de compétition, en essayant de se piquer les emplois, les sièges sociaux, etc. etc. Donc si on imagine une logique très différente, si on imagine d'utiliser ces 2 milliards, ces 4 milliards d'euros avec un cap politique qui est celui de la conversion écologique de l'économie, on agit forcément différemment. Donc évidemment que notre ambition, c'est d'arriver en tête et d'être capable de faire un accord de deuxième tour sur la base de notre projet. C'est la conséquence logique des convictions qu'on défend. C'est pas une question de prétention. Vous annoncez une fusion avec les listes socialistes au deuxième tour? Oui, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est qu'il nous semblait impossible de fusionner avec les listes de l'UMP. Il ne nous semblait pas, il est impossible de fusionner avec les listes de l'UMP, avec le projet porté par l'UMP. Il est envisageable de fusionner avec les listes socialistes. Ça n'est jamais automatique, notamment parce qu'il y a une discussion sur le projet. On n'est pas juste, voilà, ça n'est pas automatique, mais c'est un objectif pour essayer de peser différemment sur les politiques qui sont menées. Et c'est vraiment là, on est quand même dans un scénario où on souhaite qu'il y ait un rééquilibrage politique de nature très significative
dans le paysage à gauche, mais dans le paysage plus généralement. Parce que vraiment, l'ambition, c'est d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et c'est pas faux de dire que pendant des années, les Verts, les écologistes ont été un peu, en l'occurrence, dirons-nous, une force d'un point. Parce que aussi, je pense que dans l'opinion, nos idées n'étaient pas suffisamment partagées. Mais que ça nous a aussi, pour une part, porté tort de ne pas être en capacité de mettre pleinement en œuvre un certain nombre de propositions qu'on portait. Donc on est dans cet état d'esprit d'être en avance et d'être en action, d'agir, pas seulement de gérer et d'attendre que le temps passe, mais bien d'être à l'initiative de la mise en œuvre d'un certain nombre de réalisations. D'ailleurs, sur votre projet, en un cas assez long, 42 pages par rapport aux 28 pages flamboyant, plus difficile à éplucher parce que plus littéraire, vous avez pas mal de dépenses, quelques économies d'énergie de ci, de là. Et finalement, quand on regarde à la fin, le bilan emploi-ressources n'est pas vraiment équilibré pour une ancienne ESSEC, c'est pas tip-top. Et quand on parle de ça... C'est très important ce que vous êtes en train de dire. Parce que la question, c'est de savoir à quelle échelle on fait le bilan, quel temps on prend. Et la question, aujourd'hui, quand on investit sur la formation, quand on investit sur l'éducation, quand on investit sur les transports et sur le long terme, c'est que c'est pas quelque chose qui se vérifie à la fin de l'année. C'est vraiment là où il faut sortir de la logique du gestionnaire. Parce que sinon, on n'est plus un politique. On n'est pas là en train d'équilibrer un compte, pas du tout. On est en train de préparer l'avenir et de faire les choix d'investissement qui nous permettront de vivre durablement sur cette planète. Donc c'est très important de justement pas être dans une logique qui est une logique de uniquement bonne gestion au sens des critères de bonne gestion. Et alors là, je pourrais parler des heures sur ce qu'on appelle les critères de bonne gestion. Mais une bonne gestion politique aujourd'hui, notamment de la crise qu'on connaît, c'est une vraie politique d'investissement extrêmement importante. Et si ça vous intéresse, à côté des 48 pages, c'est rien du tout. Je vous invite à lire le pavé de Stiglitz, qui fait à peu près cette épaisseur-là. Vous verrez que ce que je dis est profondément juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une politique beaucoup trop court-termiste, on ne fait qu'accumuler erreur sur erreur. Et vous pensez financer comment ce projet? Parce que une des critiques majeures que vous avez fait Valérie Pécresse, c'est que vous aviez augmenté les impôts. Quand je dis vous, c'est le PS et les Verts, vous avez augmenté les impôts de 46% durant la précédente mandature. Valérie Pécresse s'engage à ne pas augmenter les impôts. Oui, mais alors ça, moi, ça me saoule. Je vais vous parler franchement, ça me saoule. Parce que c'est quoi les impôts? Qu'est-ce que c'est les impôts? C'est les contributions des citoyens à la collectivité. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut, franchement, la RGPP s'est dit on va diminuer le nombre de fonctionnaires. Il faut moins de mecs pour aller chercher en bateau les gens qui sont enfermés dans leur baraque en Vendée. Il faut vraiment moins de gens qui sont capables de réparer les lignes à haute tension. Il faut moins de gens dans les hôpitaux. Il faut arrêter d'avoir cette obsession de considérer que les impôts, c'est structurellement mal. C'est l'usage qu'on en fait. Et c'est vrai que là, pour le coup, l'efficacité de l'utilisation de l'argent public, les choix de dépenses, oui, ils peuvent être mis en cause. Ça, c'est une évidence. Mais par principe, penser que pas augmenter les impôts, c'est bien, augmenter les impôts, c'est mal, c'est complètement stupide. Mais fixer une limite, au moins, ça permet de faire attention et fixer les résultats. Je mets tout le monde à l'aise. On ne va pas augmenter les impôts dans la région de France parce qu'on ne peut plus. Il n'y a plus de taxe professionnelle. La seule variable d'ajustement sur laquelle on peut jouer, c'est la carte grise. Alors, Laurent Wauquiez a bien essayé d'expliquer que c'était un scandale absolu, le prix de la carte grise de la Clio. Je ne suis pas sûre que ce soit le sujet le plus populaire. Aujourd'hui, les régions, et c'est un vrai problème, et ce n'est pas du tout ce que nous défendons, vont être privées de toute capacité d'initiative fiscale. Nous, on défend une vraie régionalisation. Et donc, la capacité de rendre des comptes et de dire, voilà l'impôt qui a été levé, et voilà l'usage qu'on en a fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que notamment la politique économique de la région, elle peut singulièrement être améliorée à dépenses égales. Que quand on parle notamment, nous on défend une mesure transport qui a fait beaucoup parler, qui est la question du pass vert à tarif unique. 65 €. Voilà. Alors, je vais vous raconter, ça c'est... Pour le coup, tiens, je vais vous dire un avantage d'avoir fait l'ESSEC. Débat chez nous sur cette question-là, on n'était pas tous d'accord. Il y a des gens qui étaient très très contre parce que ça allait coûter cher. 152 millions d'euros. Voilà, bravo. Et 152 millions d'euros. Et bon, à un moment, j'ai dit, il y a un truc simple, c'est que j'ai divisé le nombre d'habitants de l'Île-de-France par le montant du pass Navigo fois 12 €. Ça fait 1,6% des habitants. Si 1,6% des habitants de l'Île-de-France prennent ce pass vert, la mesure est équilibrée. Ça, je remercie l'ESSEC, c'est de dire, c'est pas forcément à nombre de clients constant. Donc si on augmente de très peu le nombre d'usagers, la mesure est équilibrée. Et en plus, on améliore la qualité de la vie de tout le monde. Donc c'est intéressant de réfléchir justement en termes d'efficacité de l'utilisation de l'argent public. Et c'est pour ça que nous, on veut vraiment réfléchir en termes d'investissement, d'aide à la conversion des exploitations, par exemple, plutôt que considérer qu'on déverse des subventions chaque année, comme ça, sans se poser de questions. Faisons les dépenses utiles, réorientons un certain nombre de dépenses, et c'est essentiellement ce qu'on propose dans notre projet. Mais sortons du débat sur augmenter les impôts oui ou non, parce que pour les régions, en plus, c'est un débat débile, et qui ne sert à rien, puisque la question ne se pose même plus. La question ne se pose plus. Pour le pass vert, vous avez pensé à un prix étudiant?
Ah, mais de toute façon, ça ne remet pas en cause la carte imaginaire qui bénéficiera corrélativement de la situation. Très bien. Pas de souci. Ouais, je suis Je sais rassuré. que les étudiants des sexes sont fauchés. Alors, il y a aussi un des gros problèmes des étudiants lycée, c'est le RER A. C'est quelque chose qui traumatise tout le monde. RER A, ça draine 1,2 million d'usagers par jour, 300 millions par an à peu près. C'est une ligne qui connaît des déboires depuis beaucoup d'années. Je me demande si à votre époque il y avait déjà des problèmes de grève, des problèmes d'accidents constamment. Alors, je vais vous raconter une histoire rigolote, c'est que moi j'habitais toujours à Villeneuve-Saint-Georges. Donc Villeneuve-Saint-Georges, Cergy, c'est le RERD, puis le RER A. Changer à Châtelet. Oui. Voilà, c'est une sorte d'aventure quotidienne permanente. Alors moi je vais vous raconter l'histoire de Cergy et de l'ESSEC et pourquoi l'ESSEC est ici. Et pourquoi l'ESSEC s'est installé ici. Parce que quand l'ESSEC, alors peut-être ici il y a des gens qui savent, quand l'ESSEC s'est installé ici, ils n'avaient pas très envie de quitter le centre de Paris, mais on leur a expliqué qu'il y aurait une ligne directe qui relierait Cergy-Pontoise à Paris en même pas 20 minutes sans arrêt. On leur a menti. Vous savez, le fait de sectoriser les installations en Ile-de-France, puis ensuite de ne pas avoir les moyens de transport qui vont avec, c'est une très vieille histoire. Donc j'invite tous ceux qui croient à la grande fable du super grand 8 de Christian Blanc de relativiser en pensant à ceux qui sont installés à l'ESSEC, à Cergy, en étant convaincus que bientôt ils auraient un métro en ligne directe jusqu'à Paris en 20 minutes. Donc oui, la question des transports, elle est essentielle. La question du RER A aussi, pourquoi ? Parce que le RER A, c'est la ligne la plus saturée au monde, plus que toutes les mégalopoles qui existent, 1,2 million de voyageurs par jour. Donc elle est en limite de charge et en limite d'utilisation des infrastructures en permanence. Elle souffre aussi, il faut le dire, comme l'ensemble du réseau francilien, d'un sous-investissement qui a duré pendant 30 ans. Ce qui fait qu'on a fait des choix, et je vais expliquer, alors là c'est intéressant de revenir, pourquoi on a sous-investi sur le réseau en Ile-de-France. Parce que les clients sont captifs. De toute façon, ils n'ont pas le choix pour aller travailler, ils étaient obligés de prendre les RER, ils étaient obligés de prendre les trains de banlieue qui étaient des petits grilles où ils étaient au bord d'être carbonisés en été et gelés en hiver parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et on a utilisé une grande partie de l'argent pour développer notamment le réseau des lignes à grande vitesse. C'est un choix qui a été fait de manière absolument, entre guillemets, cynique, mais en tout cas tout à fait assumé à l'époque. Donc il faut réparer ce niveau de sous-investissement et puis il faut aussi travailler sur les lignes de banlieue à banlieue. Parce que le vrai enjeu en Ile-de-France, c'est la question des déplacements de banlieue à banlieue. On est dans un système exclusivement radial où plus de 20% des déplacements qui passent par Paris n'ont pas besoin de passer dans le centre de Paris, mais le sont compte tenu de la forme et de la disposition du réseau. Donc c'est vrai qu'il y a une réalité qui est celle-là. Juste pour revenir à RER1, vous envisagez de souscrire un emprunt de 500 millions d'euros pour rénover le RER. Ça suffira pour... Alors ça c'est dans l'objectif de rénovation. Il faut des investissements beaucoup plus massifs. On est effectivement engagé dans le plan de mobilisation de transport qui est à échéance de plusieurs années, de plusieurs milliards d'euros. Donc oui, il faut un plan d'investissement très massif sur les transports. Mais c'est un investissement rentable. Et là, pour le coup, la région qui a le maximum de la meilleure note des collectivités locales a parfaitement la possibilité de pouvoir souscrire un emprunt très important pour développer le réseau de transport en commun tout de suite. Bon, donc si vous gagnez la région, vous pensez que les conditions du RER1 vont s'améliorer quand? Ouais. Ah bah, Parce qu'en fait, pour tout vous dire, M. Pépier est venu début décembre et il nous a dit que, en fait, quoi qu'on fasse, il y avait tellement de retard que ça ne se ferait pas d'ici 5 à 10 ans tout ce qu'on allait investir dans le RER A. Et moi je suis déjà diplômé. Et puis en plus, vous, c'est dans 4 ans la prochaine. De vous dire que c'est un chantier difficile, c'est une évidence. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire et qu'il ne faut pas aller effectivement beaucoup plus vite et notamment pour répondre très rapidement aux possibilités qu'on a de désaturer. Alors ça ne concerne pas directement Cergy, mais il y a un vrai problème sur la desserte de la Défense, notamment par le biais de la ligne 13. Et aujourd'hui, mettre des navettes fluviales ou réserver une voie pour les bus, pour un bus cadencé sur la 86, c'est possible, c'est rapide. Donc il y a des solutions immédiates qui n'excluent pas d'engager des investissements à moyen terme. Mais à un moment, il faut bien les lancer. Et le reproche qu'on fait, pour le coup, à la mandature précédente, et c'est pour ça qu'on n'avait pas voté le contrat de projet entre l'État et la région, qui a été voté par le PS et l'UMP à la région, c'est qu'il manquait d'ambition sur la question des transports. Et là, le sujet, c'est que effectivement, il aurait fallu lancer un certain nombre de projets depuis 6 ans. On a toujours dit, et les Verts au Conseil régional ont toujours dit, il faut maintenant aller très vite et beaucoup plus vite et beaucoup plus loin sur les investissements pour les transports en commun en Ile-de-France. C'est une nécessité. Moi, je rebondis sur la 86. Valérie Pécresse propose de boucler la 86 et la 104.
pour certains, c'est un vecteur vraiment très important de développement dans le Val d'Oise. Vous êtes contre ou... Oui, on est totalement contre, mais demandez à tous les habitants, à une immense partie des habitants du Val d'Oise, ils sont totalement contre. Je pense que maintenant, le développement du réseau routier, et notamment du réseau routier périphérique, qui est beaucoup utilisé pour la circulation, une grande partie du fret routier, c'est vraiment un projet d'arrière-garde. C'est un projet d'arrière-garde. Alors, souvent, on y pense, l'argument développement économique est assez maintenant éventé, mais c'est qu'il y a quand même vaguement une logique de grands travaux derrière. Ça va faire des milliards d'euros pour les entreprises de BTP. Faisons des investissements. Oui, d'accord, mais quel emploi? Et donc, je pense que ces investissements-là, ils peuvent être beaucoup plus utilement faits que pour faire des nouvelles autoroutes. Vraiment, je pense que là, on est vraiment à contre-temps de l'histoire sur le fait de vouloir boucler la 104. On va rester sur la voiture. Il y a une mesure qui a été citée dans les médias en ce moment, c'est le péage urbain. Alors je sais que vous êtes contre, Anne Hidalgo d'ailleurs est aussi contre. Le problème c'est que Daniel Cohn-Bendit, qui fait partie d'Europe Écologie, lui se dit que c'est une mesure à étudier, que c'est intéressant, que ça a marché dans d'autres villes et pourquoi pas pareil. Daniel Cohn-Bendit, il a une vision européenne du sujet, notamment de ce qui s'est passé à Stockholm et à Londres. Mais on n'est pas du tout dans la même problématique urbaine entre Stockholm, Londres et Paris. Et notamment, on a un vrai problème qui n'est pas du tout résolu par un péage aux portes de Paris, qui est celui que j'évoquais tout à l'heure, des transports contraints de banlieue à banlieue, qui serait donc totalement exonéré de cette logique de péage et qui j'allais dire que ceux qui doivent être découragés de faire les transports vers Paris en voiture le sont déjà très largement, puisque le trafic routier dans la capitale a baissé de 20% en 5 ans, ce qui est considérable. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le transport de banlieue à banlieue, et le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Donc on ne va pas mettre des péages sur les routes sur la francilienne ou sur la 86, ça paraît complètement aberrant, tant qu'il n'y a pas d'alternative possible. Donc le vrai choix aujourd'hui, la vraie solution, c'est de travailler sur le développement des réseaux périphériques, du maillage, beaucoup plus que d'une hypothétique nouvelle grande infrastructure, mais du maillage des réseaux existants et notamment de la possibilité de relier rapidement les lignes de RER qui sont toutes radiales qui existent aujourd'hui. À part ça, pour diminuer le nombre de voitures, vous proposez aussi le principe d'autopartage que vous opposez au principe d'autolibre défendu par Valérie Pécresse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la distinction? Oui, alors la différence, c'est que l'autopartage, c'est avoir des lieux, et ça existe dans beaucoup d'autres pays, quartier par quartier, avec des véhicules à disposition des usagers qui en ont besoin. Différents types de véhicules, des petits véhicules pour se déplacer individuellement, des véhicules familiaux, voire même des petits utilitaires quand on a besoin de déménager ou de transporter un certain nombre de choses. Vous pouvez prendre ce véhicule à proximité de votre lieu d'habitation et l'utiliser pour aller où vous voulez, le ramener à proximité de votre lieu d'habitation. Le système d'Autolib, c'est uniquement dans la petite couronne de reproduire la logique de Vélib, qui est de prendre un véhicule à un endroit et de le déposer à un autre. Mais vous êtes totalement contraint et obligé de redéposer le véhicule dans une borne, donc surtout dans un périmètre, et le périmètre est déjà le plus densément desservi en transport en commun. C'est un système qui, pour l'investissement public, je parlais tout à l'heure de la rentabilité des investissements publics, et on considère que la rentabilité de l'investissement public en faveur d'Autolib est loin d'être, en fonction du service rendu, loin d'être acceptable, parce qu'aujourd'hui on a un système qui est lourd à organiser et qui bénéficie aux usagers, qui bénéficie uniquement aux habitants de la zone dense, qui bénéficie déjà du réseau de transport en commun le plus important, et que c'est en périphérie, c'est ici dans le Val d'Oise, c'est dans la grande banlieue qu'on a besoin d'un véritable système d'autopartage beaucoup plus souple, beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace. Alors moi je vous propose qu'on change un peu de thématique, parce qu'on a beaucoup parlé de voiture, et nous à l'ESSEC on aime beaucoup l'apprentissage, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Moi j'ai pas vu dans votre programme de véritables mesures concrètes sur au niveau de l'apprentissage. Valérie Pécresse qui propose des dispositions dans la suite du grand plan apprentissage qui a été lancé par le gouvernement, propose 2 fois plus d'apprentis dans les entreprises franciliennes avec un système de bonus-malus. Alors vous, l'apprentissage, ça vous a pas marqué ou... Si, mais je pense qu'il ne faut pas être démago là-dessus. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, il y a des bonus-malus, notamment pour l'embauche des handicapés, et les entreprises préfèrent payer. Donc on sait très bien que si on n'a pas une politique volontariste beaucoup plus innovante et inventive, ces questions financières ne marchent pas. Et si on augmente les malus? Je pense qu'après, on peut trouver effectivement un moment où les entreprises évaluent le prix que ça coûte entre un salaire d'apprenti et le malus.
Donc si le malus est plus élevé, on va prendre un salaire d'apprenti, et puis on va le mettre dans un coin, il ne sera pas du tout ni formé, ni bien géré, parce qu'il n'y aura pas la volonté, et donc on aura un vrai faux apprenti qui se retrouvera à moitié dans un placard. Donc une politique en faveur de l'apprentissage, c'est une politique qui donne un statut aux apprentis, qui met en cohérence surtout, et c'est ça qu'on défend. Alors ça m'étonne que vous n'ayez pas trouvé cette partie-là, parce que c'est pour nous très important, qui met en cohérence la logique de formation avec l'évolution des métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique de l'apprentissage, elle est très dispersée entre les différents CFA. Le coût de la formation d'un apprenti dans tel ou tel CFA, les coûts fixes du CFA peuvent aller de 1 à 2,5. Donc il y a aussi des questions à se poser sur le fonctionnement des différents CFA. Et donc sur l'efficacité de l'argent public investi et sur les formations qui sont délivrées. Je pense qu'il y a vraiment une logique de partenariat et moi je crois beaucoup plus au dialogue avec les entreprises, à l'incitation, à la contractualisation, ensuite à des engagements pris de façon très sérieuse, filière par filière, pour aboutir à des vraies formations par apprentissage. Parce que là, les entreprises seront responsabilisées dans l'apprentissage, dans le travail de leurs apprentis et ne les utiliseront pas pour remplir des quotas. Voilà. Bien, on va passer à la dernière partie de l'interview qui s'intitule Le petit jeu du mardi de l'ESSEC. Avant de commencer, pour vous et pour les gens dans la salle qui ont pour plus de 22 ans, on va commencer par une petite explication lexicale. À l'ESSEC, on ne dit pas que quelque chose est mal ou bien, on dit que quelque chose est rave ou pas rave. Donc le rave, c'est celui qui est has-been, qui est nul. Rave, c'est pas bien. Rave, c'est pas bien. Pas rave, c'est bien. Parce que moi j'ai plus de 22 ans. On va vous poser 10 questions et il va falloir répondre par rave ou par rave. Ensuite, première question. Vous sortez très bien. Hein, mais... L'ESSEC qui augmente ses frais de scolarité par 6 en 10 ans en passant de 40 000 francs à votre époque à 32 000 euros à la nôtre. Rave ou pas rave? Alors si j'ai bien compris, je dois dire rave. Bien. C'est bon, c'est compris. En même temps, je suis une fille, donc j'ai le droit à 2 secondes de plus de temps de réflexion. Bébé. Alors, un politique qui déclare « Moi, je ne suis pas un bisounours ». C'est vous. Est-ce que c'est rare ou est-ce que c'est pas rare? Je ne vais pas répondre à tout. Ça, c'est un... J'ai le droit de dire quelque chose ou j'ai le droit de dire un mot? Non, c'est que... C'est très difficile parce que... En plus, il y a une caméra qui me filme, là. Vous avez tout à l'heure le jeune homme qui a fait mon portrait, il a raconté qui parle dans mon dos, parle à mon cul et le charisme de l'huître. Et cette expression-là que j'ai utilisée, je ne vais pas le redire une nouvelle fois, je vais vous raconter comment ça s'est passé. C'était au congrès à Bordeaux, c'était le samedi soir, il devait être minuit et demi, 1h du mat, la question c'était donc mon élection, et il y a un journaliste du Parisien qui vient me voir, vous imaginez ce que c'est un congrès, c'est fatigant tout ça, et qui me dit oui mais alors... donc mon élection était franchement assez acquise, et il me dit oui mais il y a machin qui dit ça, il y a truc qui dit que ça va pas être possible parce que, etc. Il m'en cite 4, ça c'est sûr, on peut trouver 4 verts qui n'étaient pas contents que j'allais être élu secrétaire national, c'était pas un exercice très difficile. Il me dit qu'est-ce que vous avez comme réaction à apporter à ça? Et il était donc 1h du mat, et je lui dis, je vais dire comme mon père, et j'ai dit cette phrase. Et bien alors je ne savais pas qu'à 1h du mat à Bordeaux ce soir-là, j'allais me la trimballer pendant 4 ans et je pense que jusqu'à la fin de ma vie j'ai cette expression. Donc les bisounours et tout ça c'est pareil, de temps en temps on a des... Voilà, et donc il y a une alternative, c'est de faire comme Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, je pense que jamais il aura un mot différent de ce qui est écrit sur la fiche gouvernementale qu'il a sous le nez qui franchira le seuil de ses lèvres. On l'a reçu ici, hein. Ouais, je suis d'accord, il n'a pas parlé ni de bisounours, ni de son cul, ni de rien. Non, pas son cul. Ni des 3 pénis. Moi, si vous continuez avec les mecs de droite, ça va finir par être le bordel si je viens trop souvent. Le retour RER Cergy-Paris, Paris jusqu'à chez vous ensuite, que vous faisiez en revenant de l'ESSEC, rave ou pas rave? Totalement rave. Alors, Je m'en souviens encore, et en fait la perspective de faire ça ce soir, ça m'a... Voilà. Donc je vais vous dire très franchement, Julien qui est ici, il m'a dit si tu as le droit de rentrer en taxi parce que demain je me lève à 5h30. On valide. Le salon de l'agriculture auquel vous avez participé aujourd'hui, est-ce que c'est rare ou c'est pas rare? Ah, c'est totalement pas rare. J'ai adoré parce qu'il y a un côté exercice contraint qui en même temps prend un petit côté décalé qui est assez drôle. Parce qu'il suffit de penser à Jacques Chirac quand on tapote le front du gros taureau de 2,5 tonnes là,
Et ça fait une impression cocasse. On se dit, bah non, c'est moi. Et puis il y a les photographes en face, et franchement, on est obligé de regarder ça avec un peu de distance. Ça, c'est la partie drôle. La partie sérieuse, c'est qu'effectivement, l'accueil qu'il peut y avoir des écologistes aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, ça montre bien que les discussions qu'on avait tout à l'heure, il s'est passé quelque chose. Bien sûr que c'est vrai que Dominique Voynet, elle y était allée quand elle était ministre avec des gardes du corps et que ça avait été extrêmement violent. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir, c'est-à-dire que le responsable des éleveurs porcins de Bretagne vient parler avec nous, parce qu'il voit bien aujourd'hui les agriculteurs qui sont dans une situation, les producteurs de lait, d'étranglement absolu, après avoir obéi à tout ce qu'on leur a dit depuis des années, après avoir accepté le surendettement, après avoir accepté la manière de gérer leur stock, après avoir accepté de vendre à à une centralisation et aux centrales d'achat, etc., etc., etc. Donc le discours d'une autre agriculture plus respectueuse des paysans, plus créatrice d'emplois, qui lutte contre la productivité inutile, parce que ça c'est un débat qu'il faudrait avoir à l'ESSEC, sur la question de la productivité inutile. Je pense qu'on est au cœur du 21e siècle. Quand on a 4 millions de personnes dans notre pays qui sont soit au chômage, soit en situation d'ultra précarité professionnelle, il faut se poser la question de notre mode de développement et du coût social, humain, financier que représente cette situation-là qui dure depuis des dizaines d'années maintenant. Il y a un vrai sujet sur la question de comment on traite le chômage qui ne peut pas être répondu par un président de la République. Ouais, et par un président de la République qui tient les pans de sa veste comme ça, qui regarde les téléspectateurs de TF1 dans les yeux et qui dit « le chômage va baisser ». Ça ne marche plus. Voilà, ça ne marche plus. Il faut vraiment se poser les questions différemment. Et comme les questions se posent différemment avec les agriculteurs aujourd'hui, et ça honnêtement, c'est un vrai plaisir parce qu'on se dit, même si la situation est difficile, qu'à partir du moment où cette écoute existe, peut-être que justement on va pouvoir faire bouger les choses. Voter Cohn-Bendit en 2012, rave ou pas rave? Moi, ça ne me poserait aucun problème, et s'il était candidat et candidat des écologistes, je voterais pour lui sans hésitation. Mais je crois qu'il a dit qu'il n'était pas candidat du tout, donc voilà. En plus, ce qui est vrai, c'est que on n'a pas cette obsession de la présidentielle, et c'est bien, on en est assez préservé. Parce que l'obsession de la présidentielle en France, ça a eu pour corollaire la personnalisation extrême de la vie politique, et en plus quelque chose qui pour vous sûrement n'est pas choquant, c'est que maintenant les commentateurs politiques discutent avec beaucoup de tranquillité de la présidentielle de 2017 et des stratégies qu'on déploie aujourd'hui en tant que président de groupe à l'Assemblée nationale en fonction de la présidentielle de 2017. Et enfin, on n'en parle que pour Jean-François Copé. Non, bien sûr que non, chez les socialistes aussi. Donc, sur savoir qui va soutenir un tel dans la primaire interne en pensant qu'il va se planter, comme ça en lui laissant plus de place pour 2017. Donc, on est vraiment dans une folie un peu perverse par rapport à la présidentielle. Et voter Royal en 2012, c'est rare ou c'est pas rare? On verra le problème quand il se pose. Le problème. Alors, l'ESSEC, la seule vraie école de commerce humaniste en France, alors qu'elle n'accueille que 6% de boursiers, quand la moyenne des grandes écoles est à 14%. La seule vraie école humaniste, j'ai raté un épisode, mais c'est le slogan. C'est affiché à l'entrée en fait, un énorme humanisme. J'ai dit quelque chose tout à l'heure sur la différence entre les paroles et les actes, tout ça, non? On se mettra. Ça vaut pas que pour les politiques. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, la question du brassage social, c'est un vrai sujet, y compris pour ceux à qui il serait bénéfique. C'est-à-dire que je crois qu'il est toujours utile, dans une période justement où on est en formation, de ne pas avoir une vision univoque de son environnement. Parce que sinon, c'est pour ça que je ne suis pas agressive vis-à-vis des étudiants des SEC ou des étudiants des autres grandes écoles qui vivent dans un monde... vous savez, il y a cette étude d'un sociologue qui avait identifié les 25 maternelles dont provenaient 95% des étudiants des grandes écoles, les 25 maternelles en France. Donc cette espèce de sélection fait qu'une grande partie des gens n'imaginent pas qu'on vit différemment, qu'il y a un autre type de vie en société. Je pense que l'installation de l'ESSEC à Cergy, pour un certain nombre d'étudiants, est quelque chose qui permet quand même d'avoir accès à une diversité du fait de l'environnement. C'est pas le cas pour d'autres écoles qui sont beaucoup plus isolées, protégées au milieu de la forêt. Mais non, je pensais même pas forcément parce que j'ai fait le tour de Polytechnique il n'y a pas longtemps. Mais c'est vraiment important de concevoir ça. C'est que l'impossibilité d'imaginer le monde, de voir une réalité telle qu'elle est dans toute sa diversité, ça ne permet pas aussi, je pense, y compris pour des managers, de prendre des bonnes décisions.
Alors, la dépénalisation du cannabis promis par Noël Mamère en 2002, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? C'était pas promis par Noël Mamère, c'est une position des Verts et c'est pas grave selon votre... C'est pas grave? Ça veut dire quoi ça? C'est que c'est bien. Ouais. Si, la question de la dépénalisation, c'est une vraie question très intéressante. Alors, vous avez dû voir dans mon livre, si vous avez lu, que je me suis énervée contre les députés UMP qui fument des pétards en expliquant qu'il faut absolument lutter contre... Les politiques, c'est stressant. Voilà. C'est pas mon cas. Moi, je jamais... C'est pas stressant. Vous n'avez jamais fumé de... Non, mais je milite activement pour la dépénalisation, pas pour pouvoir fumer, que ce soit légal, mais parce que je considère qu'aujourd'hui on est dans une hypocrisie absolument considérable sur ce sujet et que ça favorise les trafics, ça favorise la violence, que c'est une aberration. Honnêtement, aujourd'hui une aberration, mais il faut en parler de façon très franche avec Stéphane Gatignon, qui est notre tête de liste en Seine-Saint-Denis et qui peut expliquer très concrètement et très pragmatiquement en quoi ça lèverait quand même énormément de difficultés que connaissent un certain nombre de quartiers en Ile-de-France d'avoir une gestion du trafic, justement, d'empêcher le trafic et d'avoir une gestion de la commercialisation du cannabis beaucoup plus normalisée, et aussi une politique de santé publique. Ça veut dire traiter le cannabis de la même manière qu'on traite l'alcool ou le tabac, parce que c'est tout aussi dangereux et pas dangereux, tout aussi agréable pour ceux qui le consomment et dangereux pour ceux qui le surconsomment. Bref, ça doit être géré de la même manière. Cécile Duflot, ministre de l'écologie en 2012 chez Sarkozy. C'est même pas en rêve. Et chez Royal. C'est rigolo là aussi dans votre question, c'est pas ministre, parce qu'à la limite ça je voudrais bien répondre à votre question, mais c'est ministre de l'écologie. Donc non, parce que peut-être ce sera ou Premier ministre ou Président de la République pour répondre de façon sec. Pourquoi? Parce que je crois qu'il ne faut justement pas cantonner les écologistes à l'écologie, que l'écologie aujourd'hui c'est un projet de société global. Et que oui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce serait de changer la politique de transport. Et si vous permettez, en 2012, c'est dans 2 ans, si Cécile Duflot est présidente de la région Île-de-France, ça suffira à mon bonheur. Et pour terminer, monsieur Pierre Tafi, qui utilise un gros diesel polluant, alors que les élèves de l'ESSEC prennent le RER A pour économiser du CO2. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Il n'est pas là, on peut y aller. Il est à Singapour, il ne vous entendra pas. Peut-être que c'est parce que le prix de la carte orange est trop cher, et donc quand on aura le pass vert à 65 € pour monsieur Tafi, ce sera beaucoup plus. On le pensait pas. Merci. Alors, merci beaucoup Cécile Duflot pour cette interview. On va maintenant passer aux questions du public. Donc quand vous posez une question, je vous demande de lever la main, vous levez et vous présentez, s'il vous plaît. Et si je dis que c'est un homme, une femme, un homme, une femme? Ok, c'est parti pour la parité. C'est mon petit acte de rébellion. Un homme. Vlad Delomo, j'habite à Cergy. Prenez le micro, monsieur. Oui, pardon. Alors, je ne sais pas la question que vous vous posez, mais en tous les cas, je vais vous dire quelque chose qui me choque. En tous les cas, Cécile Duflot, je vous remercie du fond du cœur, parce que moi qui suis la politique, comme ça, je n'appartiens à aucun mouvement, je me dis, il n'y a plus personne qui fait de la politique, j'allais dire, de façon honnête, de façon droite, entre guillemets, etc., etc. Et ça, je vous en remercie. J'espère de tout cœur qu'il y ait beaucoup de gens comme vous. Je ne sais pas si je vais voter pour vous, et je vous le dis tout de suite, oui, mais quand même. Bien, ça c'est la première question. La deuxième question, elle est peut-être plus grave. Ce que je ne comprends pas, c'est que je ne connaissais pas l'ESSEC. Moi qui suis en fin de carrière, je n'ai pas été à l'école comme vous. C'est étonnant. Ce qui m'inquiète, c'est que dans notre monde d'aujourd'hui, qu'on soit de droite ou de gauche, vous pouvez penser ce que vous voulez sur le profil capitaliste, le communisme, le socialiste, on est tous là pour vivre. Il faudrait que tout le monde puisse vivre, avoir un boulot, un logement, etc. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce monde en France, on a certainement les plus grandes richesses intellectuelles, on a les plus grandes écoles, vous êtes sans doute les meilleurs, l'ESSEC et d'autres écoles, et je ne comprends pas dans quelle misère politique on est aujourd'hui. Comment on peut expliquer 4 millions de chômeurs? Comment on explique cette misère? Voilà. Alors, je ne sais pas, Cécile, tu permets, je vais te tutoyer. Je ne sais pas, Cécile, et après, si tu peux apporter un élément, voilà, là-dessus, un éclaircissement là-dessus. Voilà. Bravo.
dans 10 ans, il y aura la moitié des élèves de cette salle qui feront de la politique et ça ira beaucoup mieux. Mais blague à part, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que là où il y a une réalité dans ce que vous dites, et je ne crois pas être la seule à essayer de faire de la politique avec une forme d'honnêteté, tout le monde n'est pas pourri, c'est qu'il y a eu une espèce de désaveu de la politique de la part des jeunes et aussi de désintérêt. Je le dis très tranquillement, c'est pas valorisant d'être un homme ou une femme politique. Il faut en permanence répondre à des critiques, à la critique principielle qu'on fait ça soit pour faire carrière, soit par goût du pouvoir, et puis qu'on est corrompu ou pourri, ou etc. Donc c'est pas les métiers, en tout cas l'activité qui est valorisée comme elle pouvait l'être dans les années 60-70. L'engagement politique, et ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'impossibilité ici d'avoir des débats ou des engagements politiques est significatif. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où il faut repousser l'engagement citoyen. Et je pense que c'est vraiment un danger. C'est-à-dire que oui, il faut qu'on ait des débats, il faut qu'on ait des discussions, personne n'a la science infuse. Moi, je ne suis pas sûre d'avoir raison sur tout. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut qu'on débatte, il faut qu'on discute, mais pour ça, il faut accepter de participer à la vie citoyenne. Et c'est vrai qu'il y a eu la traduction de ça, ça a été un engagement dans les associations, un engagement associatif, y compris dans les associations à caractère, moi je considère politique, parce qu'elles sont militantes au sens noble du terme, mais un désintérêt pour les partis, la forme parti, ou pour l'engagement dans le débat politique et dans les responsabilités électives. Donc c'est vrai qu'il y a une nécessité aujourd'hui de remobilisation des électeurs, mais pas seulement. Il faut aussi renouveler le personnel politique et il faut aussi permettre un peu d'air frais, parce que le pire danger de la politique, c'est le cynisme et le renoncement. On fait comme ça, puis on a déjà toujours fait, et puis faut entendre Jacques Perreux. Jacques Perreux, c'est mon deuxième de liste dans le Val-de-Marne, et il était jusqu'à il y a peu adhérent du Parti communiste. Il a même été celui qui était le responsable des jeunesses communistes. Il a beaucoup évolué. C'est très intéressant d'ailleurs, son évolution intellectuelle. Et ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, il y a des communistes qui votent pour maintenir le système de gestion de l'eau auprès de Veolia. Alors on peut avoir des débats sur les concessions de services publics, alors que leurs engagements en permanence extérieurs sont en faveur d'une gestion publique de l'eau, etc., etc., etc. Parce qu'il y a une forme de renoncement, d'habituation à la gestion, et qui est préjudiciable. C'est-à-dire qu'entre l'idéal et le concret, l'arbitrage se fait toujours vers ce qui n'est pas du pragmatisme, mais qui est souvent du renoncement. Donc moi, j'encourage tout le monde ici, si j'avais pu servir à ça, et notamment vis-à-vis des étudiants de cette école, c'est de dire prenez votre place dans le débat politique, et pas juste en considérant que parce que vous êtes des managers, c'est plus sérieux d'être à droite. C'est pas vrai, hein, je vous le dis tout de suite. On a le droit d'avoir des idées libérales, on a quand même le droit de se poser des questions sur la faillite du système dans lequel on vit. Et c'est vrai que là, la seule chose que moi j'ai envie de dire, c'est qu'il faut prendre sa place dans le débat, prendre sa place en votant, prendre sa place en animant ces débats, en parlant avec ses voisins, avec ses amis, parce que si on ne prend pas sa place, eh ben, elle est occupée, et elle est occupée pas forcément toujours très bien, je l'ai dit, par les mêmes, le cumul dans le temps, et ça évite quand même de se poser des questions, et ça favorise aussi une absence d'innovation et de nouvelles solutions. Alors, on va prendre une question de femme, s'il vous plaît. Allez, grande femme. Allez. Madame, quel micro? Ça marche, hein? On applaudit tous Martin. Bonsoir. Vous avez évoqué tout à l'heure l'aberration du système de consommation électrique en France, et pour reprendre la terminologie utilisée par les étudiants, sacrifice, renoncement à notre confort, comment sortir du nucléaire? Question. Alors, c'est très difficile de répondre très brièvement. Je voudrais juste dire que sur cette question, c'est toujours important de prendre un peu de recul. On est le seul pays au monde à être aussi nucléarisé. Donc c'est vrai que nous, on vit là-dedans, donc on a une espèce de vision que c'est comme ça partout. C'est pas du tout comme ça partout, déjà, premier point. Deuxièmement, sortir du nucléaire, ce sera une nécessité, pour une raison factuelle, qui est l'épuisement programmé de ressources en uranium, si on reste sur des taux d'exploitation tels qu'ils existent aujourd'hui, d'ici 80 ans. Y compris les principaux supporters de l'industrie nucléaire savent que cette réalité tangible est avérée. Donc ça, c'est le deuxième point. Alors je le dis parce qu'une fois, on m'avait fait une remarque que j'avais fait l'objet d'un article dans l'IB sur le sujet, sauf si on utilise des surgénérateurs.
Sauf que des surgénérateurs, il y en a eu 2 dans le monde. Un, Super Phoenix, qu'on a arrêté parce qu'on n'a jamais réussi à le faire marcher. Mais bon, on est des Français, c'est pénible les Français, ils sont toujours trop prudents. Le deuxième, il est au Japon, et au Japon, qui sont normalement beaucoup plus fermes, organisés, ils ne l'ont pas non plus mis en marche parce que c'est un système totalement instable techniquement, donc on ne sait pas aujourd'hui faire fonctionner des réacteurs autres que ceux qui existent en France. Sortir du nucléaire, ce sera donc une nécessité, mais il vaut beaucoup mieux l'anticiper. D'autres pays l'ont fait, l'Italie, l'Allemagne, et le principal chantier, ce sont les économies d'énergie. On a développé un modèle qui gaspille de l'énergie, notamment parce qu'on en produisait énormément et qu'on ne pouvait pas réguler la production. C'est le problème de la production d'électricité nucléaire. Donc des économies d'énergie, travailler sur les renouvelables, telles qu'elles existent aujourd'hui, mais aussi faire progresser les possibilités de production d'énergie renouvelable, notamment à proximité des lieux de consommation, pour éviter au maximum les déperditions. C'est les 2 chantiers les plus importants. On sait qu'on peut engager ce plan de transition. L'Espagne aujourd'hui a déjà connu des journées d'autosuffisance énergétique en énergie renouvelable, en utilisant de manière extrêmement intelligente les ressources à la fois solaires et les éoliennes, puisque quand il y a du soleil, il n'y a pas de vent, et réciproquement. En France, on sait qu'il y a 3 bassins de vent dont aucun ne sont arrêtés simultanément, c'est-à-dire qu'il y a forcément un bassin de vent en fonctionnement. On est très en retard sur les recherches en matière de production des énergies renouvelables. Très en retard parce que, par exemple, Saint-Gobain travaille aujourd'hui sur la production d'électricité sur les vitres, c'est-à-dire que les maisons pourront produire l'électricité dont elles auront besoin par l'intermédiaire de vitrages qui seront eux-mêmes producteurs d'énergie. Donc on a vraiment un champ de progression énorme. Il faut savoir qu'on a consacré 0,92% de notre budget de recherche en matière d'énergie aux énergies renouvelables en France dans les 30 dernières années. Donc on a un retard considérable. Il n'y a aujourd'hui aucun lieu de production de cellules photovoltaïques, d'éoliennes dans notre pays. Donc on a vraiment une responsabilité pour changer et complètement inverser la logique. Pour ceux qui sont très intéressés sur le détail précis, il figure sur le site de la Commission Énergie des Verts que vous trouverez sans difficulté. Il fait probablement plus que 48 pages et il explique précisément effectivement les différentes étapes et les 25 ans qu'il faut prendre pour sortir du nucléaire de manière organisée en France. Un garçon. Bonsoir, Paul de Sergi. Merci de votre intervention et de ce que vous avez dit ce soir. J'aurais 2 questions à vous poser. 2 sujets de débat des journalistes et de l'actualité, des journaux tels l'Express ou autres, sont souvent actuellement la laïcité et l'écologie. On pourrait dire que ce sont 2 sujets d'un pays riche, mais comme l'a dit une question qui vous a été posée, vous êtes face à une France qui s'appauvrit, une France de beaucoup de gens qui sont dans la difficulté et de capacité d'investissement, alors qu'ils sont souvent dans le dur et dans le quotidien, et souvent ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Je pense que quelle est pour vous la capacité d'écoute de tous ces gens, et comment Europe Écologie et vos débats internes s'orientent vers cette capacité d'intéresser ce type de citoyens, hormis le tri collectif ou le pot catalytique, des choses comme ça. Et l'autre question est importante, et je suis un peu déçu que les intervenants n'aient pas posé cette question. Une grande décision. Vous la laissez. Oui, merci. Une grande décision a été prise au niveau de l'Europe aujourd'hui. Elle est assez grave, et je pense que pour vous, quelque part, c'est quand même une défaite. Bien que vous avez demandé un moratoire, les OGM aujourd'hui prennent place dans le monde et en Europe, mais dans le monde et socialement. Et Monsanto va se faire une grande joie de lever son drapeau. Comment vous allez réagir? Et est-ce que c'est pas vraiment et réellement une défaite? Voilà, merci. Alors, merci pour ces 2 questions. La première, bien sûr que c'est une préoccupation permanente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écologie, c'est pas uniquement le fait de s'intéresser aux questions environnementales. Dans l'ADN, dans l'essence même de l'écologie, il y a la question du partage des richesses. C'est pour nous extrêmement important. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une situation où ce partage des richesses devient de plus en plus inéquitable, où il y a de plus en plus de, même s'ils sont très peu nombreux, de très très riches et de plus en plus de très 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 pauvres. Donc on a une situation d'aggravation des inégalités en France, en Europe, mais aussi à l'échelle du monde entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc il faut absolument inverser la tendance et améliorer le partage des richesses. Et c'est là où effectivement, par exemple, on peut être en désaccord absolu avec la logique
du paquet fiscal, du bouclier fiscal, qui a bénéficié à la tranche des franges secs qui bénéficie déjà des revenus et du patrimoine le plus aisé. Donc là, quand on parle de divergence politique, là, elle est avérée. Quand nous, on veut utiliser la fiscalité comme un moyen de rééquilibrage et de meilleur partage des richesses. C'est pas de considérer que tout le monde doit avoir le même revenu, mais de considérer qu'il doit y avoir en France un revenu minimum et un revenu maximum acceptable au-dessus duquel il y a une fiscalité importante. C'est pas révolutionnaire, hein. Sous Roosevelt, c'était déjà le cas. La dernière tranche d'impôt sur le revenu, elle était à 85%. Donc on a oublié, du fait d'une idéologie vraiment qui considérait que de plus en plus de plus riches permettait d'accroître les richesses de tous. C'est avéré que c'est une faillite et qu'à l'échelle du monde, ça ne fonctionne pas. Donc il faut revenir sur cette logique qui ne fonctionne pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, quand on s'intéresse à la vision écologiste, donc globale, on se rend compte que les principales victimes de la crise économique sont aussi les principales victimes de la crise écologique. Et que par exemple, un sujet qui est en train de devenir un sujet important, c'est un sujet qui est traité notamment par la Fondation Abbé Pierre, c'est la question de la précarité énergétique. La précarité énergétique, ça veut dire des gens qui ne sont pas en situation aujourd'hui de se chauffer convenablement. Ça concerne plus de 10% de la population française, donc plus de la moitié sont des personnes de plus de 60 ans, ou plus de 65 ans, pardon, donc des personnes plutôt âgées. Et c'est une réalité qui a des conséquences, y compris sur la santé. Et donc on voit bien, là, pour utiliser un ratio très efficace, c'est des travaux de l'université d'Ulster qui ont montré que pour 1 euro investi en faveur de la lutte contre la précarité énergétique, on diminue de 42 centimes les dépenses de santé. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision globale. C'est que quand on investit, outre qu'on contribue à de l'emploi durable, qu'on contribue à lutter contre le dérèglement climatique, qu'on améliore la situation sociale de ces familles, on permet aussi d'améliorer le niveau de santé des populations. Donc il y a vraiment une logique globale à prendre en compte. Et c'est vrai que cette priorité-là, elle est pour nous très importante. Comment ce dialogue il se fait avec les gens qui sont les principaux concernés, c'est jamais très évident, mais en tout cas, il existe. Je parlais tout à l'heure de la discussion avec les agriculteurs. Il y a aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Hein. C'est une réalité qui va en s'accroissant dans notre pays. Mais on peut avoir des discussions très franches, y compris avec des gens qui ne sont pas spontanément, a priori, ouverts à ces discussions-là. J'évoquais tout à l'heure, je crois que je ne sais plus si c'est avec vous, j'en ai parlé de notre rencontre avec Eva Joly, avec les sidérurgistes en Lorraine. C'était extrêmement intéressant. Vous imaginez le dialogue entre des syndicats de la sidérurgie et des écologistes. A priori, on se dit que ça va être compliqué. Non, parce que je crois qu'on est aujourd'hui ceux qui tiennent un discours de vérité, comme on pourrait le tenir avec les salariés des raffineries, comme on peut le faire comme on l'a fait en discutant avec les gens de New Fabrice, ceux qui avaient mis des bonbonnes de gaz au-dessus de leur usine, comme on l'a fait avec les gens de Continental. Et moi, je suis allée au procès en appel de Continental, et on a fait la manif sous la neige. Et c'était quand même extrêmement intéressant de voir que la discussion avec eux portait sur la contribution climat-énergie et sur la fiscalité énergétique, sur écologique, pardon. On rentrait vraiment dans le détail. Et la mousse politique les intéressait pas beaucoup, justement sur quelles solutions. Et je pense qu'il faut qu'on dise concrètement quelles solutions, comment on travaille au changement de mode de chauffage. Je vais vous donner un exemple concret des choses qu'on défend aujourd'hui et qu'on voudrait mettre en place au niveau de la région. C'est cette structure qui permet d'investir à la place des propriétaires ou des locataires pour les travaux d'économie d'énergie. Donc c'est un système très simple qui est que par des fonds de la Caisse des dépôts, des fonds de la région, on a un organisme qui investit et réalise les travaux sur une copropriété pour isoler un bâtiment. Il récupère son argent sur la différence entre le prix que coûtait le chauffage et l'énergie du bâtiment et les dépenses énergétiques des ménages et les économies d'énergie. C'est-à-dire que c'est $1 sur le budget des ménages pendant 10 ans et que ensuite les fonds qui sont récupérés sont réinvestis dans l'isolation d'autres bâtiments. On permet cet investissement sur la base de fonds publics qui sont immédiatement récupérés puisqu'il s'agit d'un prêt de façon indolore sur le budget des ménages. Donc les solutions politiques, elles existent. Il suffit d'avoir la volonté de les mettre en œuvre. Sur votre deuxième question, oui, bien sûr que c'est catastrophique ce qui s'est passé à la Commission européenne aujourd'hui. La Commission européenne a autorisé un nouvel OGM. C'est la première fois que ça arrive depuis 12 ans. Il ne s'agissait que de maïs. Aujourd'hui, c'est une pomme de terre riche en amidon qui va être utilisée pour l'alimentation du bétail. Il existe d'autres variétés de pommes de terre aussi riches en amidon qui ne sont pas OGM. On n'a pas besoin de cette pomme de terre. Cette pomme de terre a fait l'objet d'un avis favorable de l'Agence européenne de sécurité de l'alimentation, dont l'ancienne directrice est devenue une des principales cadres de l'entreprise qui a demandé le classement de cet OGM, une entreprise qui développe des semences OGM. On est vraiment dans une logique de lobby au sein de l'Union européenne qui est pour nous extrêmement préjudiciable et c'est une des premières
décision de la commission Barroso II, c'est pour nous effectivement plus qu'un regret. Effectivement, c'est un échec, sauf qu'aujourd'hui, le groupe vert au Parlement européen, il est minoritaire. Donc je reviens à tout ce que je disais tout à l'heure. Tant qu'on est en situation d'être minoritaire, même si on a le pouvoir d'essayer de convaincre, d'essayer de bouger les choses, d'essayer d'agir, tant qu'on est minoritaire sur des décisions aussi importantes que celle-ci, on perd. Et c'est pour ça que moi je fais partie de ceux qui veulent pas seulement que les écologistes restent durablement à 5%, à 10% minoritaires, une espèce de caste éclairée qui dirait des choses et puis que les gens raisonnables utiliseraient quelques-unes des mesures de temps en temps. Non, moi je suis là pour qu'on gagne, pour qu'on change les choses, pour qu'on agisse, et justement pour que si on était majoritaire au Parlement européen, la question ne se poserait même pas de autoriser la commercialisation d'un nouvel OGM dont on n'a en plus pas besoin. Une dernière question courte. Bonsoir. Là, vous parlez de gagner. Est-ce que vos bons résultats électoraux, finalement, ne servent pas à Nicolas Sarkozy en aggravant la crise interne du PS et en leur faisant encore plus perdre confiance en eux? Franchement, c'est une drôle de question. C'est-à-dire que dire que faire progresser l'écologie, c'est au final faire progresser, aider le président de la République en aggravant la crise au PS, c'est une logique un peu perverse. C'est-à-dire qu'on imagine que ces adversaires résolus vont aider à embêter ses autres adversaires. Parce que je crois que tout le monde a compris qu'on est quand même en opposition très nette à ce que fait Nicolas Sarkozy. Et notamment ses déclarations sur la tempête. Je suis désolée parce que comme j'en ai parlé toute la journée, je vous ai raconté cette histoire ou pas? J'ai parlé de la... Très partiellement, vous avez abordé le sujet au début. Mais voilà, parce que moi, effectivement, il se trouve que quand on parle de ces questions d'écologie, on est capable de mesurer la différence entre le discours et les actes, et qu'on peut essayer de nous faire des resets et de nous recevoir à l'Élysée. À un moment, on juge sur pièce. Et quand on juge sur pièce la politique du gouvernement, on voit bien qu'elle est en opposition complète aux valeurs qu'on défend et aux propositions qu'on défend. Donc ça, c'est une chose avérée. Par ailleurs, la crise au PS, elle n'a pas besoin des résultats d'Europe Écologie pour s'accroître ou décroître. Enfin, je crois qu'elle s'alimente et s'auto-alimente de leur propre fonctionnement qui n'a pas directement besoin de nous. Et enfin, dernier point, la question pour moi, c'est de faire progresser l'écologie politique, les solutions, la capacité de les mettre en œuvre, le poids politique dans la société, et c'est ça l'objectif. Donc les différentes interprétations ou réécriture de l'intérêt que pourrait servir tel ou tel, franchement, honnêtement, je m'en fiche. Voilà, je peux vous dire que si finalement, aujourd'hui, on est aussi fort que les sondages le disent pour l'instant et qu'on est même davantage en situation de pouvoir gagner, on sera probablement plus en situation d'être une alternative au projet de la droite et de Sarkozy, parce qu'on montrera qu'il y a une crédibilité à un projet alternatif qui est le projet de l'écologie politique. Merci beaucoup Cécile Duflot, c'est un vrai plaisir pour nous de vous avoir reçu. Ah, par contre on a dit que c'était la dernière question, mais... Une pour un garçon, une pour une fille. Bon, posez votre question, vous donnez un micro. Mais Cécile Duflot a beaucoup parlé pour répondre à la question. On va faire une dernière question quand même. Ça compose des règles que respecter, on est d'accord. Une question courte s'il vous plaît. Elle va être très courte. C'est une question fermée. Je m'appelle Cécile, je fais de la politique ici à Cergy. Et j'ai fait un petit tour aussi, un petit séjour aussi à l'ESSEC. Voilà, donc je voulais juste lui dire quand même qu'elle était très brillante et qu'elle avait beaucoup de détermination à expliquer, à convaincre les étudiants de l'ESSEC et que cette liberté de ton était très appréciable. Voilà. Ma question, parce que j'ai pas toujours trouvé que c'était très clair quand celle-ci lui avait été posée à une autre occasion, considère-t-elle qu'elle est de gauche, dit-elle qu'elle est de gauche? Et est-ce que cette question est intéressante? En tout cas, c'est la dernière. Voilà, je vais répondre rapidement. Oui et non, elle est intéressante. Oui, elle est intéressante si avant on a le débat sur ce qu'est être de gauche. Parce qu'aujourd'hui, il y a un parti au gouvernement qui s'appelle Gauche Moderne. Donc on a quand même eu un brouillage de ce clivage gauche-droite qui est quand même assez singulier dans la dernière période. Ça, c'est le premier élément. Mais ce n'est pas une façon de ne pas répondre à la question. Hein. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un préalable, c'est que l'écologie ne se reconnaît pas dans le traditionnel clivage gauche-droite. Pourquoi? Parce qu'elle est tout autant en rupture avec le productivisme dit de gauche, c'est-à-dire le fait que l'accroissement de la production, la relance par la consommation, comme disait hier Benoît Hamon, va améliorer un accroissement des richesses et qu'avec un meilleur partage de ces richesses accrues, on aboutira à un projet de transformation sociale qui fonctionne.
Nous, on est en rupture avec cette logique-là, on est en rupture avec le productivisme de droite qui dit que par davantage de concurrence, de compétition, les plus forts s'en sortiront et les plus faibles, ils progresseront un peu quand même peut-être, enfin si on veut bien. Voilà, si je résume un peu à la hache. Cette logique productiviste. Et ça, je peux vous dire quand même, puisque c'est ma dernière réponse, je crois qu'il y a des choses qui ont été quand même assez édifiantes pour moi à l'ESSEC. Et si je peux vous transmettre ça, d'avoir un peu de recul avec ça, ça me ferait vraiment plaisir. C'est que c'est vrai que ce qu'on appelle le productivisme, ça paraît pas rigolo comme mot. Mais ça veut dire une chose très simple et qui, je pense, pour des étudiants à l'ESSEC, fera totalement écho. C'est qu'on a tellement développé les capacités de production qu'on n'est plus dans une logique où on produit pour répondre à des besoins, mais dans une logique où on stimule la création de besoins pour trouver des débouchés à la production, avec des effets extrêmement pervers que peuvent être notamment ce qu'on appelle de manière pudique l'obsolescence programmée, c'est-à-dire de fabriquer des objets qui se détruiront juste après la fin de leur garantie pour obliger à leur remplacement. Inventer des serviettes hygiéniques pour string, inventer des sachets de thé qui se tirent aux deux extrémités pour les essorer, créer des lingettes pour tout et n'importe quoi, voire même vendre des chiffons. Je rappelle qu'il n'y a pas besoin de vendre des chiffons, il suffit de prendre un vieux t-shirt, ça marche. C'est une boutade, mais c'est sérieux. Vous apprenez ici très bien à essayer de créer du désir chez le consommateur, créer le besoin de consommer. Et je pense que là, moi, l'opposant principal que j'ai, c'est cette phrase qui a été résumée par Luc Châtel qui disait « Consommer est un devoir civique ». Voilà où on en est arrivé. C'est-à-dire qu'on en est arrivé dans une logique où aujourd'hui, il ne faut plus que consommer et la valeur des gens n'est plus identifiable qu'à ce qu'ils possèdent comme vêtements, comme objets. Et il y a une vraie perversité là-dedans qui est... on peut avoir un débat idéologique et théorique sur ce qu'est la consommation, mais en tout cas, on vit sur une planète aux ressources physiques limitées. Et on n'a pas d'alternative. On ne pourra pas continuer à gaspiller les ressources naturelles comme on le fait depuis le milieu du 19e siècle. On atteint les limites du brome, de l'argent, on atteint les limites du nickel, on atteint les limites en matière d'extraction d'uranium, je l'ai dit tout à l'heure. Donc il faut vraiment changer de logique, être beaucoup plus dans le recyclage, la récupération et aussi la fabrication de biens beaucoup plus durables. Donc je pense que là, il y a un vrai sujet. Et s'il y a eu une prise de conscience à l'ESSEC que j'ai eue, moi, par rapport à ça, c'est ça. Je pense qu'il y a certains cours de marketing ou de politique des ventes où j'ai eu comme un vertige, voilà, très honnêtement. Et donc, pour finir de répondre à la question, oui, il y a des valeurs de gauche qui sont des valeurs que l'écologie revendique. Les valeurs de partage des richesses, les valeurs d'égalité des droits sont des valeurs qui sont essentielles pour nous. Mais elles doivent s'intégrer dans un projet qui est en rupture avec la vieille logique productiviste. Donc si on considère que ce projet-là est un projet de transformation sociale, ce qui pour le coup devrait être la définition de ce qu'est un projet de gauche, alors oui, en ce cas, oui, on peut dire ça. Mais je crois qu'il faut vraiment être très conscient que les vieilles logiques du XXe siècle du productivisme dit de gauche sont tout autant périmées que les logiques de l'ultralibéralisme. C'est pour ça, pour nous, extrêmement important de faire cette analyse-là. C'est pour ça que ça peut sembler pas clair, parce que c'est un peu plus complexe que de nous mesurer sur une ligne qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, parce qu'on est un peu ailleurs, mais on est un peu ailleurs parce que justement il faut sortir de cette logique-là qui base tout sur la consommation, sur la production pour la production, ce qui est effectivement en rupture avec tout ce qui s'est passé depuis le milieu du 19e siècle. J'espère que j'ai répondu à votre question de façon claire, mais en tout cas elle est aussi claire que je peux espérer l'être sur le sujet. Merci beaucoup, Cécile. Qui a été écrit en collaboration avec Guy Sidbon. C'est édité aux éditions Les Petits Matins. Oui, moi je suis pas pour le grand soir, je suis pour Les Petits Matins. On a trouvé ça très bien avec Clément. Donc, voilà, on recommande Aparté de Cécile Duflot. Ensuite, on fait une annonce, on fait notre pub interne. Le 23 mars, il y a Louis Gallois qui vient à la tribune des Mardis de l'ESSEC. Et ensuite, on vous propose tous ensemble d'aller à la cafétéria pour partager un cocktail. Et j'espère que Cécile Duflot reste avec nous. Oui, j'ai le droit de faire une annonce vraiment. Vous pouvez notamment venir le 10 mars au Cirque d'hiver. C'est notre meeting de clôture, c'est gratuit. Et vous verrez d'autres personnes que moi. Vous verrez nos têtes de liste départementales. Il y aura aussi Noël Mamère, Dany Cohn-Bendit, Eva Joly, pour ceux qui aiment. Voilà. Merci.